Bien, déjà bravo hein, de vous lever de bonne heure le dimanche. Des fois, on est bien tranquille chez soi. Donc, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Dominique Georges. Je suis psychopraticienne sur Saint-Clair-de-la-Tour et sur Voiron. Ce que ça veut dire psychopraticienne, c'est juste un mot qu'on a le droit d'utiliser, parce qu'il y a plein de termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser quand on accompagne les gens sur leur histoire, sur les difficultés problématiques. Voilà. Aujourd'hui, mon thème, ça va être l'histoire de naissance. C'est un sujet qui m'intéresse depuis maintenant bientôt un peu plus de 10 ans, hein, cette période autour de la naissance. Mon histoire, c'est que j'ai travaillé 20 ans en pharmacie, et quand je suis devenue maman, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, c'était des douleurs à l'épaule, et je ne pouvais plus bouger mon bras. Et donc, comme j'étais dans le médical, moi j'ai été opérée 2 fois. J'ai eu tous les traitements qu'on peut imaginer pour pouvoir soulager et guérir. Et en fait, rien n'y faisait. Ni les interventions, ni les médicaments. Jusqu'au jour où un médecin m'a dit écoutez, j'ai déjà vu des douleurs physiques liées aux problèmes psychiques. C'était un grand choc quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, si je suis capable d'avoir mal au point où j'avais mal, parce que c'était vraiment quelque chose qui était insupportable, c'est que je ne vais pas bien, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai mis 6 mois pour aller consulter une psychiatre, psychothérapeute, qui fonctionnait dans le fait que je lui parlais, mais il n'y avait pas de retour. Sauf qu'au bout de 6 mois, 9 mois, mes douleurs ont disparu. Donc là, ça m'a interpellée. Comment c'est possible de ne plus avoir mal alors que là, j'ai aucun traitement et que ça marche? Donc j'avais compris que c'était mon lien avec ma mère. Mais je ne savais pas trop quoi faire de ça, en fait. Je le savais, mais c'est tout. Donc ma curiosité m'a amenée à aller voir un petit peu, à chercher. Et puis sur mon chemin s'est présenté, hein, comme vous savez, les gens qui sont importants pour nous. Et j'ai rencontré Lise Bourbeau, qui est une Québécoise, qui a une école qui s'appelle Écoute ton corps. Et c'est avec elle que j'ai vu que, en fait, tant que je n'aurais pas accepté ma mère telle qu'elle était, il y a plein de choses qui n'iraient pas. Et de devenir maman, en fait, mon problème, c'était de prendre mon fils dans mes bras, parce que je prenais la situation, la nouvelle situation qui était de devenir maman. Et il était, pour mon inconscient, impensable que je devienne maman, puisque c'était pour moi, si je deviens maman, je vais devenir comme la mienne. Avec un travail sur soi, enfin, on a travaillé la responsabilité, c'est moi qui crée, hein, c'est moi qui fais que j'ai des situations comme ça qui se présentent, et qu'est-ce que je veux en faire? Ma relation s'est complètement aussi améliorée avec ma maman. Aujourd'hui, on a une relation que je souhaite à tout le monde, hein, agréable. On fait des Noëls ensemble, alors pendant des années, il n'y a pas eu de Noël, pendant des années, il n'y a pas eu de choses. Mon fils aîné a connu sa grand-mère, il avait 6 ans, et voilà, je suis heureuse d'avoir un jour eu le courage de le faire, parce que souvent, quand on fait un travail sur soi, c'est avoir du courage. Parce que des fois, c'est pas facile d'aller voir à l'intérieur, puis de voir que ça vient de soi, quoi. Parce que moi, pendant 30 ans, j'ai donné la faute à ma mère, hein, c'était de sa faute. Et quand on se dit, il va falloir que je me remette en question, l'ego aime pas trop, donc c'était un petit peu perturbant, mais on y arrive, et je suis contente d'y être arrivée. Voilà. Et puis sur mon cursus, j'ai rencontré une autre Québécoise qui s'appelait Agathe Raymond, parce qu'elle est décédée là maintenant, et qui elle travaillait plutôt dans le monde invisible, la connexion avec ce monde invisible, comment ça fonctionne et tout. Alors heureusement que j'ai commencé par Lise Bourbeau, parce que j'aurais jamais rentré là-dedans. Mais moi, quand je voyais des ordonnances avec l'homéopathie uniciste, vous savez, une petite dose, je disais mais n'importe quoi, mais les gens s'en foutent, qu'est-ce qu'ils peuvent croire que... Bon, il faut savoir qu'après, j'ai fait une formation d'homéopathie uniciste. Enfin, après, j'ai appris à plus jamais dire jamais, parce que tout ce que j'ai dit jamais, en fait, la vie m'a amené à vivre ce que j'avais dit jamais, quoi. Voilà. Et puis, il y a un peu plus de 12 ans, je vais à une conférence sur la psychogénéalogie. Et puis, monsieur parle du projet Sens, et c'est ce qui se passe autour de la naissance. Et waouh, ça vient vraiment faire comprendre plein de choses sur tous les gens que je rencontre, et puis sur mon histoire.
Et donc, de ce jour-là, je suis allée aussi chercher des infos, j'allais rencontrer des sages-femmes, et puis j'ai fait un point pour voir un petit peu qu'est-ce que ça impliquait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de naissance, ça c'est mon mot à moi, hein, c'est comme ça que je l'ai intitulé, mais ça part du projet Sens, et c'est 27 mois, hein, donc l'histoire de naissance, c'est, on va prendre le jour de notre naissance, on va prendre les 9 mois de grossesse, on va prendre les 9 mois avant la conception, et les 9 premiers mois de vie. Donc cette période-là, on l'appelle le projet Sens. Projet des parents, ou pas, parce qu'on n'est pas toujours un projet, et le sens que ça va donner à ma vie. Mais ce n'est pas mon sens de vie, c'est le sens qui a été donné par l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a enregistrées, qui ne nous appartiennent pas, mais on vit avec, parce que c'est... vous savez, les choses qui sont plus fortes que nous. Des fois, on a fait plein de choses pour pouvoir lâcher ça, et ça ne marche pas. Parce que ça a pris racine, mais ce n'est pas à moi. Donc, tant que ce n'est pas à moi, je le porte, mais je ne l'évacue pas. Donc, l'importance de l'histoire de naissance, c'est aussi de comprendre qu'est-ce que j'ai pu enregistrer, qu'est-ce que ça a pu induire pour moi, pour pouvoir libérer les choses. Donc, il y a des choses qui sont lourdes, puis il y a des belles choses aussi, mais celles-ci, on ne les a pas forcément vues non plus. Parce qu'il y a plein d'atouts qu'on n'a pas enregistrés. Et ceux-là, on peut les garder, et puis même les amplifier. Donc, voilà. Donc, cette période est intéressante dans tout ce qui a été vécu. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? On va prendre tout. On va aussi bien prendre en compte l'histoire de maman, papa, ce que maman vivait, surtout ce qui était ressenti. Hein, parce que y a des choses, on peut vivre la même chose, vous pouvez être né par césarienne et pas avoir le même impact. Pourquoi? Parce qu'il y a une maman qui l'a bien vécu, puis il y en a une qui l'a vécu comme quelque chose qui était je ne suis pas arrivée, je n'ai pas pu faire naître mon enfant comme je voulais. Donc on va avoir un impact qui sera différent. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui s'est passé, comment ça a été vécu, donc pour les parents, mais on va prendre aussi tout ce qui s'est passé pour la famille. On va prendre même au niveau de la société, ce qui s'est passé. Hein. Il y a des années, si je suis née... après-guerre, si je suis née vers 68 ou si je suis née en 2000, on n'a pas le même impact. Donc on va avoir des manques, on va avoir des peurs, ceux qui sont nés en 2000 peuvent avoir enregistré la peur du changement, si c'était vécu comme une peur, ou une force, si c'était vécu comme attends, on va changer et puis ça va être bien, quoi. Donc selon ce qui a été enregistré, va être enregistré pour nous comme quelque chose qui fait partie de nous. Je donne un exemple. 2003, ça a été une année de canicule. Et il y a quelques années, je rencontre une petite fille. Et cette petite fille, il ne faut pas la toucher. Mais vraiment, hein, elle parle, mais que ce soit maman, papa, les autres, il ne faut pas la toucher. 2003, c'est l'année de canicule. Elle est née au moment de la canicule. Et je demande à la maman comment c'est vécu. Elle me dit, à la maternité, elle n'avait pas le droit de la prendre dans ses bras. En tout cas, le moins possible. Pourquoi ? Parce que chaleur plus chaleur, ça allait mettre le bébé en danger. Qu'est-ce qu'elle avait enregistré? C'est que si on me prend dans les bras ou si on me touche, on me met en danger. Donc, je ne veux pas ça. Et le fait de l'entendre, alors quand ils sont petits, il suffit qu'ils entendent les choses pour que ça se débloque. Après, il n'y a plus de risque. Donc, si j'ai plus de risque, on peut me toucher. Alors, je ne suis pas prêt à vous dire que la petite, elle a sauté dans les bras après, tout de suite. Mais le contact a été beaucoup plus facile. Et c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement. Parce que souvent, les parents s'inquiètent, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, on veut tous être une mère parfaite, un père parfait, même si on sait que ça n'existe pas, mais pourquoi? C'est pas pour nous, c'est le retour de ce que les autres vont nous renvoyer. Est-ce que j'ai bien fait? Un enfant qui est très sage, tout va bien. Un enfant qui commence à faire un petit peu des bêtises et tout ça, ah waouh, comment ça va être vécu? Et ça me remet mon rôle de mère ou mon rôle de père en cause. Voilà. Donc, la naissance dans l'année, ce qui a été vécu, hein, ceux qui sont nés dans les années où il y a eu le Bataclan, les choses comme ça, je peux très bien être un enfant qui a très peur. Il y a d'autres impacts qui vont aussi nous mettre ces peurs et ces méfiances en route. Qu'est-ce qu'on va prendre dans la période avant la conception? On va prendre déjà, est-ce que c'est un projet d'avoir un enfant ou pas, hein? Ça peut être un enfant qui est très désiré. Puis ça peut être un enfant qui n'est pas voulu parce que c'est pas prévu, c'est pas le moment. C'est pas l'enfant qu'on veut pas, c'est que c'est pas le moment. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, non mais moi, on m'aime pas, j'ai pas été désirée. » Et j'ai envie de dire que ceux qui sont très désirés, c'est encore plus compliqué.
Imaginez un enfant, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ça fait des années qu'ils essayent par plein de façons, et il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment, que ce soit par FIV ou autrement, ou naturellement, un bébé arrive. Donc ce bébé, il va être très attendu. Et qu'est-ce qu'il enregistre? Il va falloir que je sois à la hauteur de l'attente qu'on a eue pour moi. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui va mettre une barre très haute. Il va falloir que tout le monde soit heureux, il va falloir que je fasse toujours bien. Hein, et on va avoir dans ces schémas-là les perfectionnistes, hein, ou ceux qui... Il faut toujours que ça soit bien. Mais on va avoir aussi tous les gens qui sont insatisfaits. Pourquoi? Parce que je vais arriver là, mais il faut que je fasse encore mieux, quoi. Donc, quoi que je fasse, je ne serai jamais content. Donc, si vous êtes très attendu, si vous êtes un aîné aussi, l'aîné, j'entends aîné dans les familles où c'est le premier petit enfant et tout le monde l'attend, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., etc. Il va falloir que, voilà, que je satisfasse tout le monde. Alors, c'est pas que quand je suis petit, hein, parce que je peux très bien grandir, ça s'est toujours bien passé et tout, puis un jour, je sais pas, je vis un licenciement, je vis une séparation, je vis quelque chose comme ça, que je vis moi comme un échec. Et ça va être en résonance. Je n'ai pas été à la hauteur de la mission que je me suis donnée, c'est de faire que tout le monde soit content et que tout le monde soit heureux. Donc, c'est pour ça que ça permet aussi de comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon à un moment donné. Des fois, il y a une situation, on dit, mais pourquoi il réagit aussi fortement? Ça peut être une détresse, ça peut être un truc qui est tellement fort par rapport à la situation vécue du moment, on ne comprend pas. Mais parce que c'est vécu en mémoire de choses qui ont été enregistrées bien plus loin, et que c'est l'intensité de ce qui a été vécu à ce moment-là qui ressort. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai une sœur jumelle. Donc, quand je suis née, j'ai 55 ans. Donc, à cette époque, échographie, tout ça, ça n'existe pas. On écoute le cœur, on écoute tout ça. Et mes parents attendaient un enfant. Et c'est le jour où maman a accouché qu'ils ont su qu'il y en avait deux. Mon père était entrepreneur, il avait une entreprise. Donc qu'est-ce qu'il voulait, lui? Un garçon. Donc on arrive, deux filles. Hein, donc. Et puis on va arriver, donc on peut voir que on sait à l'intérieur qu'on ne va pas satisfaire les besoins qui sont demandés. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait, en tout cas je vais parler de moi, c'est que j'ai toujours essayé de faire le mieux possible pour mon père. Dès qu'il était avec un sourire, tout allait bien. Parce que c'était comme si je lui apportais quelque chose, quoi. C'était ma mission, quelque part. Ma sœur n'avait pas tout à fait la même chose. Je parlais de ça pour vous dire comment on peut le vivre. Bon, j'ai 55 ans, il y a 3 ans, ou 2 ans, 3 ans, c'est pas tellement vite les années que je ne sais plus. Ma sœur est partie à 500 km de chez moi. On n'a jamais vécu ensemble, enfin si, quand on était petite, hein, mais après on était à 50 km, ou on se voyait pas, mais ça fait rien, on n'avait pas besoin de se voir, il y a une connexion qui se fait. Et puis elle part à 500 km, elle quitte tout, et puis moi je suis super contente pour elle. Et si vous m'aviez rencontré au moment où elle m'avait dit qu'elle allait partir, je me suis dit, c'est génial, quoi. Et quand il y a eu le déménagement, symboliquement c'était important que, comme on est né à deux, qu'on fasse ça à deux. Donc je suis partie avec elle, déménager. Et puis je suis revenue par le train. Et en même temps, le train restait coincé à Dijon parce qu'il y avait un problème. On a changé de train. J'ai trouvé ça super. J'ai dit, tiens, hop, je quitte mon train pour prendre un autre train. Allez, je vais sur mon chemin de vie. Super. Et puis le lendemain, je suis tranquille à la maison, je prépare mon café. Et puis bon, moi j'ai 3 enfants et l'aîné il a 30 ans. Et il m'envoie un petit message en me disant, alors même, comment ça va? Il y a une seconde, ça allait bien, et puis là, un truc qui sort. On ne sait pas d'où, mais c'est pas une tristesse, hein, c'est une détresse. Le truc est... Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui monte comme ça, quoi? Alors à cette époque, j'avais encore Agathe, un petit message pour qu'on puisse se connecter. Elle me dit, en fait, c'est comme si ta sœur serait décédée, tu vivrais la même chose. Et on est né à 7 mois et demi, prématuré, et on a été mis en couveuse. Pendant longtemps, moi, je pensais qu'on était dans une même couveuse. Voilà, non, ça ne se passait pas comme ça à cette époque. Maman a fait un coma, donc ils ont fait la naissance a dû se faire rapidement, donc elle a été pendant 2 jours dans un coma. Et nous, on était en couveuse. Et moi, je revivais exactement ce que j'ai vécu quand j'étais en couveuse, c'est-à-dire une détresse de ne plus avoir personne. Mais pas pour moi, la détresse, hein. C'était où elles sont et qu'est-ce qui se passe.
Et donc moi j'ai vécu ça, heureusement, donc accompagnée, donc ça c'est, on a lâché le paquet. Et je rappelle ma sœur quelques jours après, et puis je dis alors, comment ça se passe? Bah très bien. Je dis ça va, je t'ai pas manqué? Bah non. Ok. Donc là on avait l'explication de la couveuse. La couveuse, c'est soit on la vit en solitude, hein, c'est-à-dire je me sens seule d'un seul coup et j'ai besoin des autres, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, soit on la vit comme une bulle. Hein, on se retrouve dans une bulle, et souvent les prématurés vont retrouver cette bulle, hein, se faire une bulle, et ça va être des personnes après qui sont très bien seules. Foutez-moi la paix. Hein. Et ma sœur, depuis toujours, elle jouait seule, elle faisait les choses seule, foutez-moi la paix, quoi. Donc elle a vécu ce changement dans sa bulle. Et moi, avec cette détresse. Vous voyez, donc 50 et quelques années après, bah ça s'est ressorti parce que ça avait été vécu. Donc je sais comment j'ai vécu quand je suis née, quoi, finalement, par cette expérience, etc. Donc, et alors que, si on regardait la situation du moment, ma sœur déménage pour vivre quelque chose de super. Et moi, je pouvais que être contente, mais en conscience, j'étais contente, mais inconsciemment, j'ai fait remonter tout ce paquet-là, d'aller gratter un petit peu pour libérer ça. Donc c'est pour ça que ça permet de comprendre. Et on ne peut pas comprendre les autres. Hein. Combien de fois j'ai des gens, oui mais je ne comprends pas ou il ne me comprend pas. Arrêtez d'essayer de comprendre, vous ne pourrez pas comprendre. À part si on avait vécu les mêmes choses, mais si je vous donne l'exemple de jumeaux, on pourrait se dire ils ont vécu les mêmes choses. Hein. On est arrivé à la même époque, les parents étaient identiques, hein, il n'y a pas eu de changement dans les années, sauf qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas vécu les mêmes choses. On va retrouver très souvent ça chez les jumeaux. Donc, quand je suis attendue, hein, j'étais dans cet exemple-là, ben, je vais me mettre une pression pour être à la hauteur de tout ce qu'on me demande. Donc l'enfant qui n'est pas forcément attendu, lui il va être plus malléable, c'est-à-dire qu'il va être plus satisfait de plein de choses. Il y a souvent des gens qui se satisfassent de « ouais ça c'est bien, ouais, puis ça aussi c'est bien », voilà, on va vivre différemment. Ça n'empêche pas que si je ne suis pas attendue, ben, je vais sûrement faire des efforts pour qu'on m'aime. Hein, donc, soit aller vers papa, soit vers maman, soit vers les autres, puis on va grandir. Si les gens qui font du bénévolat plus, hein, je ne parle pas des gens qui sont dans des associations, moi j'en fais partie aussi, mais il y a des gens qui vivent que à travers ça. Ben, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés, ils vont rechercher cet amour, on est dans l'autre, comme ça ils ont retour que eux, ils sont des bonnes personnes, quoi. On va retrouver vraiment quand c'est souffrant. Donc, toutes les histoires sont différentes, même si on n'a pas été attendu ou même si on a été très attendu, selon le contexte. On va prendre en compte aussi dans la période avant la conception, ben, s'il y a eu dans cette période des fausses couches ou des IVG. Ça veut dire que l'enfant qui va venir derrière peut sentir un manque, même si ce n'est pas dit. Hein, parce qu'il y a des personnes qui... on ne va pas dire par exemple qu'il y a une IVG... ou qu'il y a eu une fausse couche, parce qu'on pense que c'est pas important de le dire. Ça, c'est rien, quoi. C'est passé, hop. Sauf que pour la personne qui vient derrière, c'est important, parce qu'il y avait quelqu'un, une âme, en tout cas une âme. Hein, je peux parler d'âme avec vous? Ça va? Il y avait une âme qui se présentait, et ben, normalement, soit on allait ensemble sur le chemin, soit c'est elle qui devait y aller avant. Enfin, il y avait une question d'âme qui se sont rencontrées quelque part. Des choses qu'on met quand on fait des constellations, qu'on voit hein, vraiment. Quand il y a une fausse couche, la place qu'elle peut avoir, ou une IVG. La fausse couche et l'IVG a deux impacts différents. Hein. C'est que la fausse couche, c'est naturellement l'âme qui est venue vivre quelque chose et qui repart. Une IVG, c'est, même pour l'âme, c'est quelque chose qui est peut-être vécu, pas évidemment avec... une acceptation, hein, et ça on le voit en constellation. Constellation, je vous expliquerai un peu ce que c'est, ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un jeu de rôle quand on met en scène une histoire et un clan où il y a des IVG. Il peut y avoir une IVG qui est complètement ok parce que c'est son chemin d'âme de venir et de repartir, et parce que dans son histoire c'était important que ça se passe comme ça, et puis il va y avoir des âmes qui n'étaient pas du tout ok et qui eux venaient vivre l'injustice, et la personne qui va naître après, souvent porte cette injustice. C'est pas pourquoi il est autant en réaction à l'injustice, parce que ça a été vécu par rapport à ça. Une IVG, c'est décidé. Hein, donc, on fait un choix de ne pas garder un enfant sans jugement. Hein, il y a des raisons. Sauf que l'enfant qui arrive derrière, lui, qu'est-ce qu'il enregistre? On ne sait jamais.
faut que je fasse gaffe. Parce que peut-être qu'on ne va pas me garder non plus. On va avoir des gens méfiants dans la vie. Hein, des gens qui peuvent avoir peur. Peur qu'on atteigne la sécurité, qu'on les mette en danger. D'autant plus marquant pour les enfants qu'on a voulu supprimer. Hein. Ça arrive dans les histoires où maman ne voulait pas me garder, elle a tout fait pour que ça passe pas, et puis du coup, je suis quand même là. Et là, on va avoir des grandes peurs et des grandes méfiances. C'est-à-dire que quand je suis dans un contexte avec des gens, si je connais, ça va, si je ne connais pas, je peux me sentir en danger. Ça peut être très fort, hein. Ça peut être quelque chose qui me fait perdre pied. Je peux me retrouver paralysée, je ne sais pas pourquoi, dans un lieu. Simplement parce que, qu'est-ce que j'ai enregistré? C'est que si je ne connais pas, on peut atteindre à ma vie. C'est une question de vie ou de mort, c'est pas rien. Il y a quelque chose que je vais aussi dire. Il faut savoir qu'il y a une grossesse sur 3 qui est gémellaire. On sait qu'il n'y a pas une naissance sur 3 de jumeaux. C'est-à-dire que dans les premières semaines, les premiers jours, il peut y avoir un embryon qui s'en va. Ça veut dire qu'on est venu à 2, et à un moment, il y en a un qui est parti. Alors, si c'est 2 poches, hein, les zygotes, quand celui-ci s'en va, ça peut enclencher des peurs derrière. Hein, il s'en va. La peur qu'on me laisse tomber. Hein, on peut avoir cette peur-là. Si c'est des monozygotes, c'est-à-dire que l'embryon, donc celui qui reste, va devenir le bébé, l'autre, lui va se désagréger, on va dire. Ce qui peut faire que le bébé, l'embryon qui est là, dans sa croissance, va prendre une partie de cet embryon-là. On a plein d'exemples, d'échographies où on a retrouvé chez une personne un bout d'embryon. Donc il y avait une grossesse gémellaire, mais on ne le savait pas. Sur ces grossesses-là, ces bébés, ces embryons qui s'en vont, c'est souvent inconnu des parents, ils ne savent pas. Sauf que celui qui va continuer, là, lui, il a un manque à l'intérieur. Hein, c'est souvent des personnes qui disent je sens un vide. Je ne sais pas pourquoi, je me sens seule depuis toujours. Et puis, j'ai fait des constelles avec ma belle-fille l'autre fois, et elle me dit, on trouve ça, on ne savait pas, et on trouve ça, c'est ce qui ressort dans sa constellation. Et en fait, elle me dit, mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux, et d'être jumeaux. Hein, j'avais toujours des copains, et je disais toujours, j'aimerais bien que tu sois mon frère jumeau. Et donc, de remettre des mots dessus ou de libérer ça et d'avoir cette compréhension, ça permet de ne plus rechercher quelque chose à l'extérieur, par exemple, ou de remplir ce vide qui est très présent. On va, dans cette période aussi, prendre en compte est-ce que les parents se connaissaient, est-ce que cette rencontre s'est faite au dernier moment, enfin voilà, toutes ces choses-là, comment ça a été vécu, l'accueil. Parce que les parents peuvent accueillir ce bébé, mais la famille, non, quelquefois. Ce qui enclenche des fois, je ne sais pas si je le garde ou pas, parce qu'on a plein d'histoires où c'était les grands-parents qui ne voulaient pas que ce bébé naisse, parce qu'il y avait une différence les 2 familles n'étaient pas dans les mêmes niveaux de société, enfin voilà, il y avait plein de choses qui rentrent en compte. Donc après, je vais développer des choses pour pouvoir prendre ma place, ou je peux avoir peur d'avoir mon territoire, ou je peux être en conflit ou en compétition, enfin voilà, c'est des choses qui sont plus fortes qu'eux. Dans la période de grossesse, on va prendre en compte la santé de maman, hein, comment ça s'est passé déjà au niveau de la santé. Si c'est une maman qui était obligée de s'arrêter, d'être couchée, comment elle a vécu, si elle a eu besoin de rester couchée 1 mois, 2 mois. Pour des mamans, c'est super, parce qu'on est au petit soin avec bébé. Puis il y a des mamans qui étaient tout le temps dans le mouvement, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut s'arrêter et que voilà. Donc l'enfant qui va enregistrer ça, des fois ça va être un enfant qui bouge beaucoup. Parce que lui, il va faire ce que la maman a eu besoin de faire pendant toute cette période où elle était couchée, c'est de bouger. Donc je vais bouger aussi. On va avoir des enfants qui bougent beaucoup aussi quand la maman est à l'écoute et dire oh, pourvu est-ce qu'il bouge bien, est-ce qu'il va bien, etc. Après, oui, non, mais on a eu la période hyperactif. Hein. Je n'étais pas du tout hyperactif, hein. Il y en a des hyperactifs, mais pas tous, c'était une généralité. Hein. Chaque enfant qui naît, non, je crois qu'il est hyperactif. Non,
démonstratif. Il est simplement après vous faire voir que maman, je vais bien, je suis en forme, je bouge. Voilà, hein, simplement des choses aussi simples que ça. Dans cette période, donc, on va prendre ce qui s'est passé aussi au niveau médical. Hein. Je vais donner l'exemple d'une maman qui... une petite fille qui a à peu près 6 ans et qui ne veut pas manger. Et c'était par Skype parce qu'elle était loin. Et c'est la maman qui fait l'histoire de naissance avec moi. Et elle me dit, en fait, j'avais pas trop envie d'un enfant, mon mari en voulait. Et puis à un moment, j'ai dit, ah oui, allez, je vais lui faire plaisir. Donc là, déjà, on a le contexte, on fait plaisir à l'homme parce que c'est grâce à l'homme que je suis née. Hein. Et puis elle me dit, première échographie, quand l'échographe fait l'examen, il lui dit, ah, là, il y a un problème. Le bébé, il est beaucoup trop petit. Il dit, écoutez, moi, je vais vous conseiller quelque chose. Vous faites comme si votre bébé n'était pas là, parce que dans quelques semaines, il ne sera plus là. Donc, je demande à cette maman, je lui dis, bah, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, bah, j'avais arrêté le sport, j'ai recommencé le sport, j'avais arrêté de fumer, j'ai recommencé à fumer, et moi, j'ai vécu comme je vivais avant d'être enceinte, etc. Et puis, ben, vérification de l'échographie, un mois après, là, le même échographe qui dit, ah, bah, j'ai dû me tromper, tout va bien. Alors, cette petite fille ne veut pas manger depuis, elle me dit, à peu près 6 mois. Elle mange juste le strict minimum. Moi, j'ai cette info. Elle me dit, le monde médical est un danger. Là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je lui demande si cette petite fille a été malade. Est-ce qu'elle a eu quelque chose? Et elle me dit, bah non, tout va bien. Et puis, elle me dit, mais si, moi, j'ai été malade. J'ai fait une dépression, donc j'ai été hospitalisée pendant quelques semaines. Et je dis, alors, comment elle l'a vécu, votre fille? Elle me dit, bah, très bien, ce repas venait avec elle, tout se passait bien et tout. Puis il me dit, ah oui, mais j'ai été hospitalisée une deuxième fois, mais cette fois parce que j'avais pris beaucoup de poids. Alors j'étais dans un centre où pour perdre ce poids, où j'étais accompagnée. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée, vous savez, elle a mis le programme de ce qu'elle doit manger sur le frigo. Et cette petite fille, elle est toujours vers sa maman lui dire, mais t'as le droit de manger ça, t'es sûr que tu peux manger, etc. Et ben, je lui dis, ben voilà, je vais vous expliquer pourquoi votre petite fille, elle ne mange pas. Parce que si elle mange, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire qu'on vient d'entendre? C'est que si je mange, je risque de grossir. Si je grossis, je vais à l'hôpital. Si je suis à l'hôpital, je suis avec les médecins. Si je suis avec les médecins, je suis en danger. Donc j'arrête. Et du coup, cette maman, je lui dis, vous allez juste lui expliquer que, voilà, peut manger, qu'elle ne grossira pas, et que c'est pas parce qu'elle mange qu'elle va aller chez le médecin, et que le médecin, oui, s'est trompé, etc. Et elle m'a rappelé quelques jours après, elle m'a dit, c'est assez, enfin, voilà, j'avais donné aussi de l'homéopathie, elle m'a dit, mais ça a été, d'un seul coup, elle m'a dit, bon, allez, on va manger. Et ça a été terminé parce que cette programmation d'être en danger si je mange était supprimée. C'était pas de manger, c'était d'être avec les médecins. On va avoir des enfants hein, qui vont se cramponner des fois aux portes pour ne pas aller vers les médecins, selon ce qui a été dit, selon ce qui a été... Ça a un impact hyper fort. Donc, comment la maman a vécu aussi, hein, parce qu'on a des contextes où tout est ok, les médecins sont très à l'écoute, etc. Puis des fois, on a vécu des choses qui étaient plus compliquées. Et avec des fois des remontrances, ça peut être l'âge, hein, l'âge qu'on peut avoir... non, mais vous êtes inconscient. Ou j'ai eu une maman aussi qui a appris pendant sa grossesse qu'elle avait le sida. Et il fallait attendre les 18 mois de son enfant pour être sûr s'il avait ou pas contracté quelque chose. Et elle me disait, bah, s'il était avec nous, elle était venue pour elle, si mon enfant était là, il se serait caché sous votre table. Et elle me dit, en plus, il a un strabisme, hein, les yeux qui se croisent. Et je lui dis, vous allez expliquer à votre enfant, est-ce que vous lui avez dit d'ailleurs comment ça s'est passé? Il me dit, bah non. Je lui dis, vous allez lui expliquer qu'il n'est plus en danger. Pourquoi? Un strabisme, ça veut dire qu'on va fixer quelque chose de précis. Hein, c'est-à-dire que cet enfant, qu'est-ce qu'il a à fixer? C'est le virus. Il ne faut pas que le virus vienne me toucher. Donc je vais fixer. Donc je fixe, je croise. On retrouve ça quelquefois pour les amyosynthèses. Hein, amyosynthèse, je peux après dire qu'à chaque amyosynthèse il y a ça, hein, mais quelquefois on a eu des cas de strabisme. La myosynthèse, il ne faut pas que l'aiguille vienne toucher le fœtus, donc il faut surveiller cette aiguille. Donc, et cet enfant, lui, il avait ce point à surveiller. Et quand bon, là il avait 3 ans, hein, donc je lui dis, vous pouvez lui dire que maintenant il est en sécurité, parce que c'est sûr qu'ils avaient les résultats, que c'était ok, et que maintenant il était en sécurité,
sans lui dire qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Ça s'est fait tout naturellement. Donc son strabisme s'est arrangé complètement, mais beaucoup en 3 semaines. Et par contre, du jour au lendemain, il ne se cachait plus. Donc il n'avait plus cette crainte d'être touché par quelque chose qui pouvait être dangereux pour lui. Et je parlais de ça parce que, par rapport aux médecins, hein, parce que les médecins avaient... en plus, c'est pas d'aujourd'hui, donc c'était pas la période où le sida... Enfin maintenant, on est quand même... on voit les choses quand même différemment. C'était vraiment les jugements et les critiques. Et elle avait été beaucoup jugée, cette maman. Et comment c'est possible de faire un enfant quand on a ça? Sauf qu'elle ne savait pas. Hein, voilà. Donc elle a été beaucoup touchée dans son estime. Hein, et puis cet enfant, lui, il a été aussi touché dans l'estime. Et du coup, qu'est-ce qu'il va enregistrer aussi? C'est le côté protecteur. On va avoir des enfants. Vous savez, ceux qui sont des fois bien collés à la maman, on pense qu'ils ne peuvent pas se détacher de maman. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est parce que je dois protéger maman de quelque chose. Donc il faut que je reste avec elle. Donc quand maman s'éloigne, je ne peux plus la protéger. Donc c'est souvent des contextes qui peuvent être comme ça. Pendant la grossesse, on va voir aussi ce qui se passe au niveau du travail, comment c'est accueilli par les employeurs, comment c'est... Voilà, toutes les choses. S'il y avait du stress, quelqu'un que vous rencontrez qui est stressé et qui vous dit je suis stressé depuis toujours, il y a forcément eu un gros stress qui a été vécu là. Pas par le bébé, hein, mais par maman ou par l'histoire de la famille. Donc on va rechercher ces stress vécus. Ça peut être des colères, hein, il peut y avoir des choses très injustes qui se sont vécues, qui ont été vécues comme une colère, ou voire une rage, et l'enfant il peut enregistrer cette rage. C'est-à-dire que c'est pas le moment de venir le toucher. Et puis là, ça va beaucoup ressortir au moment de l'adolescence, quand il commence à je ne veux plus papa, maman, mais je suis après me construire moi. Donc ça va venir en résonance à beaucoup de choses. La naissance. La naissance, ça va avoir un lien avec tous les changements qu'on va vivre dans notre vie. Alors on vit plein de changements. Ça peut être la première rentrée des classes, ça peut être quand je déménage, ça peut être quand je me marie, tous les gros changements de ma vie vont avoir un écho aussi avec la façon dont c'est fait. Donc si je suis née et que ça s'est bien passé, je vais avoir peut-être plus de facilité à vivre un changement qu'une personne qui a failli mourir par exemple, où ça a été compliqué. La naissance donc, j'étais dans le ventre de maman, confortable, dans un liquide, j'ai rien à faire, je suis nourrie, c'est chaud, j'ai pas trop de lumière, les sons sont atténués, tout est bien en général. Je vais faire un passage. Passage, on va appeler ce passage aussi le travail, l'engagement, dans ces termes-là, pour arriver et naître. Où là, c'est les grandes lumières, il va falloir respirer, il va falloir que je m'exprime parce que je suis mouillée, parce que j'ai ici... Voilà, c'est tout un changement important. Même si l'accouchement se passe merveilleusement bien, c'est quand même un traumatisme en soi. Il faut y aller, il faut faire ce passage. Même s'il y a une péridurale, le bébé, lui, il n'est pas anesthésié. C'est maman qui est anesthésiée. Le bébé, il va passer ce cap-là. Donc une naissance, c'est un traumatisme. C'est pour ça qu'on a une difficulté. Les changements, la plus grande peur de l'humain, c'est l'inconnu. Oui, je quitte un truc pour aller ailleurs. Puis quelquefois, on n'a pas fait ce fonctionnement-là, parce qu'il y a aussi ces naissances-là, les césariennes, qui, du ventre de maman, je vais naître. Ces naissances par voie basse prennent entre quelques heures, voire quelques jours, parce qu'il y a des enfants qui naissent 48 heures, 36 heures de naissance. Et puis la césarienne, ça prend 3 minutes. Donc qu'est-ce qui va être enregistré pour ceux qui naissent par césarienne déjà? C'est d'un seul coup, on vient me chercher, je suis confortablement installée, je n'ai pas le temps de me préparer à quoi que ce soit, hop, je suis déjà là. C'est-à-dire que ça va être souvent des enfants, des enfants et des adultes. Quand je dis enfants, on a aussi reporté ça. Venez pas m'agresser là. Parce que je vis ça comme une agression, la colère. Et en même temps, il y a aussi comment maman l'a vécu. Moi, j'ai entendu des mamans dire « J'étais tellement soulagée quand ils m'ont dit que c'était une césarienne, parce que j'avais tellement peur d'accoucher, que le bébé qui va vivre ça va le vivre beaucoup plus sereinement, parce que maman le vit sereinement. »
Alors, il y a ceux qui sont aussi programmés, hein, les césariennes, donc on ne fait pas cette date-là parce que le médecin va être en vacances et puis on va le faire là et tout ça. Donc là, on va avoir des personnes qui n'aiment pas qu'on décide pour eux. Et je ne vais sûrement pas avoir envie de faire les choses par rapport à l'autre. Hein, on va avoir des comportements comme ça. Et puis, il y a des fois, on est né comme ça, enfin, on a commencé ce travail-là, et on s'est engagé, et puis, il y a un moment, on a pu rester coincé. Ou, il va falloir faire vite, hein, parce que le bébé est en souffrance fétale, il y a le cœur qui ralentit, donc le cerveau est moins oxygéné. Donc là, on va accélérer le travail. Donc soit on va utiliser les forceps, soit les ventouses, si ça fonctionne. Forceps, hein, vous savez, 2 cuillères, on va chercher le bébé. Donc là, si je suis née par forceps, c'est « je n'aime pas qu'on me force ». Hein. Et souvent, c'est des personnes qui disent « venez pas me prendre la tête ». En même temps, j'ai eu besoin de ça pour naître. Donc c'est les enfants nés avec forceps, si vous êtes né par forceps ou ventouse, j'ai besoin d'aide. Et souvent, c'est plutôt des personnes qui veulent se débrouiller seules. Non, mais je me débrouille seule. Non, mais accepte que tu aies besoin un peu d'aide, tu verras, ça va être bien aussi. Parce que pour naître, je suis arrivée avec de l'aide. Et puis, il y a ceux qui sont restés coincés là, puis ça passait pas comme ça. Donc, il a fallu faire la césarienne derrière. Donc, ces personnes-là, quelquefois, on va avoir à quoi bon faire des efforts. Hein, parce qu'on a ramé là, pour naître comme ça. Donc on peut avoir des personnes qui arrivent, voilà, qui vont, non c'est bon, ils laissent tomber. Dans la césarienne comme ça, hein, qui prend quelques minutes, c'est aussi des personnes des fois qui vont vite baisser les bras, parce qu'ils n'ont pas fait d'effort. Hein. Là, c'est un effort, c'est un travail là. Donc on est habitué, la première partie de notre vie, ça a été de faire ce passage, donc il a fallu travailler, faire ce travail-là. Ceux qui sont nés directement vont arriver comme ça d'un seul coup. Donc, des fois, difficulté à aller plus loin dans un projet. Voilà. La naissance, c'est donc le changement, et c'est aussi en lien avec cette histoire de naissance, avec les projets qu'on a dans notre vie. Hein, donc là, on imagine qu'on est après construire, on veut faire une maison. Là, on est dans le projet, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une maison, un appartement, comment on le veut, ou à la campagne, etc. Donc là, on réfléchit au projet. Là, on pourrait dire que pour la maison, la conception, c'est les plans sont faits. L'architecte a fait les plans, et là, on commence la construction. Et le jour de la naissance, on déménage, parce que là, on va profiter de notre maison. Donc tous nos projets ont des liens aussi avec ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Si je suis un enfant prématuré, et selon comment ça s'est passé, je peux avoir des projets, des envies, je mets en route, et je ne sais pas pourquoi, ça ne va jamais jusqu'au bout. Hein, on va avoir des choses comme ça qui peuvent bloquer. Parce que, il faut savoir que le prématuré, quand il naît vers 7 mois, 6 mois et demi, il n'est pas prêt à subir ce qu'il va subir. Hein. C'est-à-dire que son corps et son cerveau n'est pas prêt à enregistrer une injection, voilà, tout est une agression pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il enregistre? C'est que là, je vais me sentir, c'est une souffrance. Donc, l'inconscient, lui, va mettre en place qu'un projet qui va au bout, c'est souffrant, donc il va s'arrêter. Donc, il suffit de comprendre ça, mais c'est pas que comprendre. Après, il y a un travail. Alors, un enfant, quand on fait une histoire d'un enfant qui est, je sais pas, jusqu'à 5 ans, il suffit d'expliquer, mais je pense que ça passe beaucoup à travers les parents qui sont rassurés aussi. Et hop, c'est fait. Pour les adultes, on a besoin d'aller libérer les émotions qui vont ressortir, travailler sur l'inconscient, etc. Voilà, mais ça se libère. Donc là, on a eu le préma, le passage comme ça. Alors, il y a des enfants qui arrivent par siège. Hein. Le siège, alors aujourd'hui, avec la péridurale, c'est vécu quand même plus facilement qu'il y a 50 ans, où c'était une des naissances les plus souffrantes. Et en même temps, l'enfant, il arrive à reculons. Hein. Donc, j'arrive à l'envers. On dit aussi que je laisse des personnes en haut que j'avais peut-être pas envie de quitter. On retrouve ça quand même de temps en temps quand il y a eu des décès assez proches, pas très loin. Et en même temps, j'arrive à reculons, ça veut dire que je vais faire les choses dans un autre sens. Et ça c'est aussi un atout dans la vie, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont faire les choses tellement différemment des autres, mais c'est parce qu'ils le font différemment qu'ils vont réussir aussi.
Hein, donc ça, c'est les atouts aussi qu'on va retourner en positif, en force, en valeur. La couveuse, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, la couveuse, c'est vécu comme une solitude ou une bulle, selon comment ça a été vécu. Donc maintenant, c'est vrai que les couveuses, les mamans ont plus possibilité d'avoir contact. Hein. Avant, il n'y avait pas de contact, c'était une vitre, les couveuses étaient derrière, et puis c'est tout, il n'y avait plus de contact avec les parents. Voilà. Je peux poser une question? Oui. Et l'enfant qui naît, qui est prévu à une date, et qui naît 10 jours après, qui va Alors, sortir, quoi. Il y a deux cas de figure. C'est soit l'enfant et maman, ils se sentent tellement bien ensemble qu'ils vont profiter encore du moment, comme ça. Soit c'est des fois le contexte qui est un peu compliqué. Et quand l'histoire est un peu compliquée, c'est comme si le fait que bébé reste un petit peu plus, il est protégé. En sécurité. Ouais. On a ça dans des histoires compliquées. Voilà. L'enfant qui naît après, ça peut être des personnes après qui sont en retard aussi. Hein, on peut avoir des comportements où j'ai beau faire tout ce que je peux, je suis toujours en retard. Pourtant, je prévois de partir une demi-heure avant, mais je suis en retard quand même. Hein, on va retrouver ce contexte. C'est pour ça qu'on est tellement différents. Hein. Si je suis quelqu'un qui prévoit les choses avant et que je suis mariée à quelqu'un qui est toujours en retard, c'est un peu compliqué, mais attends, il perd du temps. Ou, si on est né, moi je suis née en urgence, je fais les choses en urgence. Hein, donc moi j'étais la personne qui allait mettre l'enveloppe pour les impôts à minuit moins 5, ou qui prépare les choses au dernier moment, mais ça marche toujours bien. Parce que je suis née comme ça, mais je suis née. Hein. Et longtemps je me battais en disant non mais rien, hein. J'ai des formations, des fois jusqu'à 2h du mat, je suis après imprimer mes papiers. Ben ouais, mais je fonctionne comme ça, quoi. L'important c'est qu'on soit simplement en accord avec ce qui se passe. Il n'y a rien qui nous dit c'est bien comme ça, c'est bien. Voilà. Mais souvent on pense que celui qui fonctionne différemment de nous, il ne fonctionne pas comme il faut. Non, non, il fonctionne à sa façon. Et rien ne nous dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Du moment qu'on est bien avec ce qu'on fait, laissons les autres fonctionner aussi à leur façon. Hein, des fois on a besoin de plus de temps, il y a des gens qui ont besoin de plus réfléchir. Pour un projet, bah, si j'ai été conçue, il a fallu 3 ans pour que j'arrive, bah, peut-être j'ai besoin aussi de réfléchir à faire les choses. Voilà. Alors, ça me fait aussi rebondir sur ce qui n'a pas été dit. Hein, quelquefois, on n'a pas dit, je parlais de l'IVG tout à l'heure, hein, mais on n'a pas dit parce que d'abord on ne pensait pas que c'était important, puis des fois, non, on ne va pas le dire parce que qu'est-ce que l'enfant va vivre. Un autre jour, j'avais une ado qui venait pour un stress, une angoisse qu'elle vivait. Et en fait, l'histoire naissante, je n'avais pas eu le temps d'envoyer le dossier. Et la maman, je dis, on va parler de la naissance. Et là, elle commence à me dire, ah ouais, alors il y a un truc que j'ai jamais dit. Ok. Et en fait, il y avait une IVG. Et elle lance ça comme ça, en fait. Hein. C'était, oui, avant que tu naisses, il y avait une IVG. Ok. Et l'ado dit, ah ouais, ok. Ouais, ok, ouais, ok. Et puis bon, après, je fais sortir la maman, puis on discute d'autres choses. Et puis je commence à faire un travail sur avec les émotions, l'inconscient, etc. Et là, je fais ressortir cette âme qui s'est présentée. Et là, il est monté un chagrin, mais tellement énorme. Et là, à ce moment-là, voilà, un cri qui lui dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas dit? Parce qu'elle le sait, profondément, on le sait, c'est enregistré. Donc, c'est pas peine de se compliquer, c'est juste d'exprimer, oui, il y a des choses qui ont été vécues. Hein, et puis, des fois, c'est des choses... une FIV, j'ai eu plusieurs fois le cas d'une FIV qui n'était pas exprimée, hein, une jeune femme qui venait parce qu'elle avait fait des tentatives de suicide et elle se scarifiait, vous savez, elle se coupait. Et elle arrivait de Belgique avec sa maman, puis je la recevais à 2 jours d'écart pour qu'ils repartent. Et puis la maman, elle pose la jeune fille, puis elle part. Et puis c'était au début que je commençais avec l'histoire de naissance. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu sais sur ta naissance? Puis elle me raconte ce truc. Puis j'ai rien qui résonne avec son problème. Normalement, il y a un truc, je vais le trouver. Là, rien. C'est quand même bizarre ça. Bon, puis on discute de plein de choses, on regarde un peu. Et puis elle part, puis je reçois sa maman une ou 2 heures après, puis je dis à la maman, attendez, avant de commencer, que je la revois, votre fille, est-ce que vous voulez me dire un petit peu comment ça s'est passé?
Elle me dit, Anne, je ne sais pas si je peux vous le dire. Ok, ah, ça va être intéressant, c'est là où c'est intéressant. Je lui dis, si vous voulez que votre fille aille bien, il va falloir me dire qu'il y a des choses. Oui, non, mais on ne pourra pas lui dire, parce que c'est mon mari qui ne veut pas. Ok. Et puis elle me dit, en fait, j'ai 2 enfants, sont nés sous FIV. Fécondation in vitro. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on le cachait. Ça, c'était ce que je pensais à ce moment-là. Et puis elle me dit, parce que c'est mon mari qui est stérile en fait, et lui il a déjà une grande dévalorisation depuis qu'il est tout petit, il souffre de ça. Et il ne voulait surtout pas en rajouter, donc personne ne le sait dans la famille. Il n'y a que nous 2 qui savons qu'ils sont nés comme ça. Je dis, mais là, ça va être important de lui dire, quoi, parce que se scarifier, c'est je pense que je suis une mauvaise personne. Donc, je me libère. Et le sang, c'est la famille quand même. Et puis elle me dit, ah non, mais moi je peux rien dire, non, mais, donc moi je respecte, hein, parce que mon but il n'est pas d'aller là où mon père n'est pas d'aller. Et je lui dis, mais dites à votre mari, quoi. Dites à votre mari, c'est important pour elle, et c'est important aussi pour vous, quoi. Et puis 2 ou 3 mois après, j'ai un monsieur qui m'appelle avec un bel accent belge, qui me dit, je ne veux pas vous faire l'accent parce que je suis nulle là-dedans, et qui me dit, oui, je suis le papa, oui, je me rappelais très bien, et puis il me dit, oui, mais ma femme m'a dit, mais non, je peux pas, Enfin, je suis restée 2 heures au téléphone avec lui, puis je lui dis, écoutez, faites-le quand vous le sentez. Il n'y a rien qui est obligé là dans l'instant, mais faites-le quand vous le sentez, là maintenant, dans 10 jours, dans 6 mois, dans 1 an, mais faites-le, c'est hyper important que vous puissiez le faire. Et le lendemain, il me rappelle, et il me dit, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, je l'ai fait. Waouh! Quand je le raconte, ça me fait encore des frissons, tellement c'est chouette. Et il me dit, et en fait, ma fille m'a sauté dans les bras, et il m'a dit, je savais que tu n'étais pas mon père. Génétiquement, elle n'est pas son père. Voilà, il avait ce rôle-là. Et ça a tout changé. En fait, sa relation avec son père, l'acceptation, hein, parce qu'elle était en refus complet de ce père, et en même temps, elle n'avait pas les mots, hein, MOTS, qui pouvaient aller avec les mots MAUX qu'elle ressentait. Donc, pour ça que c'est important qu'on exprime les choses. Puis c'est pas peine de se compliquer, il suffit de dire simplement. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas dit parce qu'on a oublié, hein. J'ai l'histoire aussi d'une FIV, d'une maman, alors elle a 70 ans au moins, parce que sa fille... Elle a presque 40, elles viennent toutes les 2, c'était à Bourg, et elle m'avait entendu, pourtant cette maman elle m'a entendu 2 fois en conférence, et puis c'est la personne qui est toujours après, ah mais c'est génial, ouais mais c'est super et tout. Bon, hein, quand les personnes fonctionnent comme ça, on sait que derrière il y a un petit truc qui est caché. Et puis on arrive, on consulte, et puis elle dit à sa fille, ah tu vas apprendre quelque chose. Bon, ok. Et en fait elle me dit que quand elle écrit, parce que j'envoie un dossier à remplir avec des questions, quand elle écrit, c'est au moment où elle remplit son fichier que ça lui revient. Elle avait occulté, hein, mais vraiment, c'était pas je veux pas le dire, etc. Pourtant, elle me l'avait entendu dire, parce que je parle toujours de cet exemple en conférence, donc je l'ai forcément dit. Et elle avait occulté que sa fille était née sous FIV. Pourquoi? Parce que, tellement contente d'avoir un enfant, et comme tout est beau, tout est magnifique, elle est accrochée que à ce qui est bien. Elle a oublié le reste. D'où l'importance aussi d'être... Voilà, il n'y a pas que ce qui est bien. On n'a pas à être que positif. Hein, on a les 2 pôles. Donc, et elle était restée accrochée que... Waouh, elle avait ce bébé. Alors c'est vrai, hein, quand toutes les mamans qui ont eu des enfants, il faut qu'on a accouché, on a oublié ce qui s'est passé. Hein. C'est hop, instantané pratiquement. Mais là, elle avait oublié ça. Et la fille, c'est pas 1 heure, c'est un traitement qui est lourd, etc. Mais ça, elle avait occulté. Donc, d'où il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'on ne se rappelle plus non plus. Mais quand on n'a pas dit quelque chose, et c'est important de dire et de raconter, mais simplement à un enfant, hein, qu'il soit petit, qu'il soit grand, demandez si vous avez encore vos parents, demandez-leur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? En faisant prendre conscience que c'est pas pour être jugé, hein. Souvent les parents qui ont du mal à répondre non mais pourquoi tu me demandes ça, non mais c'est pas pour juger, c'est juste pour savoir ce qui s'est passé. Des fois on peut feinter, ça peut être au moment des anniversaires. Bon alors ce jour-là comment ça se passait, hein? Moi j'ai tout pu avoir comme ça, hein, je peux vous dire. Les questions je les ai posées toujours au moment où c'était opportun, voilà. Après quand elle a lu mon livre, j'étais après présenter mon livre, maman est après lire mon livre. Ah ouais, c'est vrai, c'était comme ça. Et il dit, ah oui, je pensais pas que c'était aussi important, quoi. Voilà. Mais
souvent les mamans, elles ont peur qu'on les juge, qu'elles n'aient pas fait la bonne chose. On a tous une histoire de naissance, on a tous quelque chose, donc peu importe ce qui a été vécu, l'important c'est qu'on puisse savoir pour qu'on puisse se sentir bien avec. Le but c'est qu'après on ait libéré ça, quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est juste dans l'acte ou parce que moi j'ai un exemple personnel pour ma fille, pour ma deuxième. Une fois que j'ai eu mon fils, mon premier, c'était hors de question pour moi d'avoir un deuxième parce que j'avais envie de privilégier le moment avec mon fils. Et après, je suis pas sûre que ma fille, je l'ai eu désirée 9 mois, parce que quand j'ai eu décidé de la mettre en route, ça avait 3 mois pour qu'elle, 3 ou 4 mois pour qu'elle arrive. Donc je me rappelle plus si les 5 mois d'avant sa conception, j'avais ce désir réel, je me rappelle plus. Mais j'ai pas fait d'IVG, mais je l'ai eu dit. Quand j'ai accouché de mon fils, j'ai dit c'est sûr que si je tombe enceinte dans les 9 mois ou 1 an après Aloïs, j'avorterai, j'en voudrais pas. Après j'ai eu ce désir d'enfant, de ce deuxième enfant, mais je sais pas si c'est vraiment... Mais ça n'a pas été fait dans l'acte du coup, mais c'était verbal, je le disais quand même quoi. Est-ce que ça... Ils ont combien d'écart ? 3 ans. 3 ans, ouais, donc il est venu après. Elle est venue après. Après, on n'a pas réfléchi 5 mois avant, des fois. Hein. Des fois, dans le mois qui suivait, c'était bon, l'enfant était là. Enfin, après, on va prendre le contexte de ce qui s'est passé. Il n'y a pas que le désir d'enfant, il y a toute l'histoire qui est enregistrée. Mais du coup, même dans le verbal, ça peut avoir un impact sur l'enfant ou... ça peut avoir un impact dans le sens, mais là, il a 3 ans, ils ont 3 ans d'écart. Donc déjà, on sort un petit peu du contexte. Okay. Et en même temps, il suffit d'exprimer que oui, c'est vrai que si j'avais eu un enfant, mais elle n'est pas venue dans les 9 mois. Non, elle n'est pas venue dans les 9 mois. Donc ça, c'est libéré, quoi. Et puis même, on pourrait, quand il y a eu des enfants qui sont nés en retour de couche, c'est dire à l'enfant, non, c'était pas le moment, quoi. Enfin, voilà, j'avais pas envie, j'étais pas prête à avoir déjà un deuxième enfant. Et puis, c'est exprimé. Ouais. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Mais à ce moment-là, c'était compliqué. Enfin, s'il y avait eu ça, mais là, ils ont 3 ans d'écart. Bon, ce contexte est plus passé. Mais des fois, on a aussi, là, ça me fait rebondir sur les missions qu'on s'est données ou qu'on a eues. Moi, je me rappelle d'une maman qui me disait qu'elle avait un enfant, elle était fille unique, elle avait tellement souffert de ça, que dès qu'elle a eu sa première, elle a dit « Ah non, moi, je ne vais pas laisser ma fille comme ça, il faut qu'elle ait un jouet. » Donc le deuxième qui arrivait, il était le jouet quelque part. Donc il était là, son utilité c'était de servir à sa sœur. C'était exactement ce qui se passait. Elle me racontait ce qui se passait à l'école, j'avais jamais entendu que dans des classes, il y a des classes où il y a deux niveaux, eh bien eux ils avaient 2 ans, combien il y avait 2 ans et demi je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait dans cette classe-là, il y avait... je sais pas, CP par exemple, et CE2. J'avais jamais entendu ça. Du coup, son frère était toujours avec sa sœur. Elle me dit, puis il y a un spectacle de Noël, c'est le petit pousset, donc la fille va être la mère, et puis lui va être le petit pousset. Ok. Puis alors, faites en sorte que l'année prochaine, ils ne soient pas ensemble à l'école, quoi. Hein, parce que ce petit garçon, elle me disait, il est toujours après défendre sa sœur, même si il n'est pas dans le groupe, il va aller protéger sa sœur. C'est normal. Je suis le jouet en même temps, je suis là pour que ma sœur se sente bien. Dans ces missions, c'est intéressant. Où, moi j'ai eu une dame qui avait un peu plus de 50 ans et qui me disait, moi j'étais l'antidépresseur de ma mère. Ma mère m'a toujours dit, heureusement que tu es arrivée, tu as été mon antidépresseur. Alors je disais, et comment ça se passe quand vous partez en vacances? Elle me dit, je sais pas, pourquoi? Je dis, votre maman, comment ça se passe? Ah, mais maman est toujours venue en vacances avec nous. Ah heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Si je m'éloigne de maman, maman va être malade. Donc je ne peux pas profiter de mes vacances et je ne vais pas le savoir pourquoi. Hein, il y a plein de données, oui. Et quand il y a eu des enfants avant et que ça m'a été dit, ma maman a eu plusieurs enfants et c'est un peu des enfants cachés. Ça se passe comment? Ça, c'est tous les secrets qui sont pas mis. Et puis, en même temps, on le sait inconsciemment qu'il y a eu tout ça et je me sens trompée, on ne fait pas assez confiance. Il y a tout ça, et puis il y a un manque. Et souvent, il y a de la colère qui vient réagir, là, souvent. Parce que même quand on raconte, je repense à cette petite jeune là qui est venue, et puis que sa maman lui dit, il y avait une IVG avant. Ce qui est difficile pour eux, c'est pas qu'on est... C'est pourquoi on ne leur a pas dit, pourquoi on ne leur a pas fait confiance, en fait. C'est un manque de confiance qu'ils retrouvent. C'est comme si, voilà, elle ne me fait pas confiance, donc ça peut être ça.
Puis après, ça peut être la colère, enfin, ça fait revivre plein de choses. Donc, parce qu'après, combien de temps après, on a la connaissance qu'on a des frères et sœurs, etc. Moi, j'ai eu une histoire d'une jeune fille qui a un frère, et elle a su, mais elle avait au moins 20 ans, qu'en fait, elle avait eu un premier frère, et que sa mère avait abandonné, quoi. Enfin, avait fait adopter. Mais elle était dans une souffrance telle, cette femme, déjà adulte, hein, parce que ça avait été un manque depuis toujours, elle ne savait pas pourquoi, puis là, elle ne comprenait pas pourquoi on avait abandonné cet enfant, et pourquoi on n'avait rien dit, surtout. Puis on l'exprime parce qu'à ce moment-là, c'était pas possible. Enfin, voilà, c'est entendu ça. Ça, c'est entendu. Il n'y a pas de jugement en général. J'ai rarement entendu, quand on a dû parler d'IVG qui n'était pas dit, des jugements. J'ai surtout entendu, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, quoi? Mais pourquoi tu m'as caché ça? C'est plus dans ce sens-là que ça. Puis l'injustice, qui peut être vécue, enfin, après la seconde histoire. Il y a un décès au moment d'une naissance aussi. Ah oui, alors ça, un décès, c'est important aussi. Enfin, c'est important. C'est un impact important parce que, alors selon d'abord quel lien du décès par rapport, parce qu'on a des attaches plus ou moins selon les personnes, ça veut dire que quand on est dans une souffrance, on a beau dire ce qu'on veut, hein, quand il y a un décès qui nous touche, on est dans une souffrance. Donc le bébé, s'il est dans le ventre de maman, ben, on a beau dire, ouais, ok, ouais, il est là, la naissance, en fait. on coupe un petit peu les choses. Hein. Voilà. On coupe le côté affectif. Pardon ? Moi, la personne, ça lui a provoqué la naissance. C'est ça. La souffrance est telle que, hop, il faut venir, quoi. Alors, ça dépend à combien de temps c'était de la grossesse, hein, mais ça peut être ça. 8 mois par là. C'est-à-dire que c'est un choc émotionnel, ce choc émotionnel me fait venir. Alors, après, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui s'est passé derrière. Comment, à 8 mois, j'ai vécu ça? Est-ce que ça a été, ou est-ce que j'ai dû être en couveuse? Est-ce que j'ai eu ça? C'est-à-dire que le choc émotionnel peut être quelqu'un qui est complètement fermé aux émotions. Hein, complètement coupé. Pourquoi? Parce que ce choc émotionnel a été tellement souffrant, parce qu'il faut savoir que l'enfant, le bébé, l'enfant jusqu'à 6 ans, lui, il est connecté aux émotions des parents. Vous pouvez lui raconter ce que vous voulez, lui, il n'est pas connecté là. Hein. Là, ça vient à 7 ans, hein, l'âge de raison. Là, je raisonne. Mais avant, on ne raisonne pas, on est dans le ressenti. Donc l'enfant, il sent, donc, hein, si vous faites un sourire comme ça, puis que dedans c'est comme ça ne va pas. Et donc là, le choc émotionnel fait qu'on va couper aux émotions pour plus souffrir. Hein, c'est ça. Même si c'est au début de la conception, parce que moi j'ai le cas de mon fils. Ça faisait même pas un mois que j'étais enceinte. Mon mari de l'époque a perdu son frère en un accident de voiture. Et c'est vrai qu'il est assez coupé des émotions. Eh ben oui, parce que c'est un choc. Comment tu l'as vécu? J'arrive pas à le comprendre d'ailleurs. Comment tu l'as vécu? Ah ben mal. C'est un choc. J'ai eu mal. Hein. C'est un choc, c'est une souffrance, et on est dans une souffrance. Donc, hein, il faut savoir qu'il est dans un liquide amniotique, on est quand même fait de 80% d'eau. Les émotions se passent par l'eau. Hein, ça passe, on dit que c'est... le bébé, il vit ses émotions, il vit cette souffrance, il vit cette coupure. Hein, souvent, on est coupé affectivement par rapport à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être... Hein, on est fait de 3 parties. Normalement égales, je ne sais pas faire, donc voilà. Hein. Donc, je fais, je dis, je pense, je ressens. Là, on est dans l'action. Hein. Si vous faites quelque chose, si vous faites un mouvement, si vous parlez, je vous entends, je vous vois, donc on est dans l'action et l'extérieur. Ça, c'est ce qui peut être vu de l'extérieur. Je pense, c'est le mental. Si je pense à quelque chose, vous ne savez pas à quoi je pense. Si vous pensez, je ne sais pas ce que vous pensez. Je pourrais dire, je pense qu'il pense que. Mais souvent, je suis à côté de la plaque. Je ressens, quand je ressens, si je ressens quelque chose, vous ne savez pas ce que je ressens, et inversement. Et quand on est dans une souffrance comme ça, on est dans le ressenti, complètement. Dans ce ressenti, une souffrance. Ça peut être... il y a plein de sensations qui peuvent être vécues. Donc on est là, on n'est plus avec le bébé. On est dans ce ressenti. Mais le bébé, lui, il est baigné dans ce ressenti. Donc, dans cette souffrance. Hein? Et lui, il ne fait pas de différence quand il est dans le ventre de maman entre c'est maman qui pleure ou c'est moi. Maman pleure, j'enregistre ça.
Donc c'est une souffrance. Donc quand c'est trop souffrant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le ressenti. Ressentir, souffrance, c'est bloqué. Selon notre histoire, on s'est coupé à un moment donné du ressenti. Moi je leur ai parlé, je lui ai dit, je lui ai mis les mots. Il m'a dit non mais attends, tu crois quoi là? J'étais deux cellules là, tu me dis que... Voilà, bon, bah, écoute, moi je le dis, maintenant tu en fais ce que tu veux. C'est ça. C'est simplement dire, je sais que ça a un impact, peut-être que toi tu l'as vécu, hein. Dites toujours, et moi quand je consulte, je dis toujours peut-être, parce que j'ai pas une vérité. Hein. Donc je sais pas comment l'autre l'a vécu. Mais peut-être que toi tu as pu être aussi touché, parce que je sais que quand il y a un deuil, bah, la souffrance est telle que toi tu as pu te couper. Point. Il prend pas. Des fois ça cogite, des fois pas. Mais l'important c'est d'exprimer. Mais quand il y a un décès, il y a vraiment un impact, voilà, une souffrance. Il n'y a pas que les décès, hein, un choc émotionnel va avoir un impact important. Après, il suffit de le raconter ou de revivre des choses. S'il est coupé des émotions, il y a un... On allait dire justement à son frère, comme quoi on allait avoir un enfant. Et bien, on n'a pas pu lui dire. Il est mort la veille. Et là, tu vois, avec cet impact-là, je vais annoncer une super nouvelle. Et là, on m'annonce, voilà. Et lui, il peut être, peut-être, dans le fait de ne pas s'autoriser à être heureux. Parce que quand on vit des choses bien, derrière, il y a autre chose de souffrant. On peut avoir, moi, une histoire d'un jeune homme qui, lui, sa maman et sa tante, enfin la sœur de sa maman, elles sont enceintes en même temps, mais à 3 mois d'écart. Et en fait, la sœur de sa maman va accoucher 3 mois avant, et un bébé qui décède à la naissance. Et ce jeune homme me dit, quand je suis née, il ne savait pas s'il pouvait annoncer. Ils avaient peur d'annoncer une bonne nouvelle à des gens qui étaient en souffrance. Donc c'était un jeune homme qui se coupait de tous les ressentis, il était complètement avec la blessure de rejet, parce que, comment je vais... Non, est-ce que j'ai le droit d'être heureux, quoi, hein? Parce que quand je suis arrivée, le rejet, c'est... On n'a même pas dit... J'ai même pas... comme si je refusais d'être. Et on l'a mis en scène, on a fait des constellations. Donc les constelles, c'est des mises en scène, hein, on fait des mises en scène. Chacun va vivre, va devenir un personnage, une émotion, etc. Et on a mis en scène son histoire, et parce qu'il avait vraiment cette blessure de rejet, mais vraiment physiquement c'était important, et dans tout ce qu'il vivait. Et donc on a mis en scène sa maman, on a mis en scène sa tante, on a mis en scène ce bébé décédé. Et en fait, donc il y avait... la maman avec ce bébé qui était là, et sa maman à lui, il s'appelait Rémi, qui était tournée vers ce bébé. Et puis lui, il était là, et puis il disait, je suis là, oh, je suis là. Et il n'y a rien qui se passait. Donc lui, il a enregistré comme si j'ai aucune importance en fait. Ça a été vécu comme ça, voilà. Ça pourrait être différemment dans les situations, quoi. Ça a un impact. Après, les gens, ils le prennent ou pas, c'est pas grave. Des fois, peut-être qu'un jour, s'il y a un truc qui se passera... Voilà. Une constellation peut se faire en famille? Ça peut se faire en famille. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens ne se connaissent pas. Parce que quand les gens ne se connaissent pas, je vais jouer le rôle d'une mère, et je vais dire quelque chose qu'il n'y a pas de... Ça va être en résonance à l'histoire, et c'est mieux. Parce que d'ailleurs, quand je fais des constellations, la personne qui fait sa constellation ne joue pas. Elle est observatrice, et c'est les autres qui jouent. Pour ne pas venir mettre le mental qui est facilement là, et qui dit non, c'est pas comme ça, nanani, nanana. Voilà. Et on peut le... Voilà. Je préfère comme ça. Oui, d'accord. Parce que ça bouge pareil. Hein. L'autre fois, j'ai eu trois filles d'une famille qui sont venues pour faire une constellation. Elles n'ont pas joué leur rôle. Mais c'était d'une évidence tout ce qui se passait, et de se voir, de voir un petit peu l'histoire, ça fait comprendre tellement de choses, et ça bouge. Alors là, j'étais là, mais il pourrait y en avoir eu qu'une. La maman n'est pas venue parce qu'au dernier moment, elle n'a pas voulu, et tant mieux, parce que ça aurait été, je pense, assez souffrant pour elle, mais en même temps, ça s'est réglé. Enfin, le truc, c'est bouger. Donc après, ça s'est bougé, et ça se bouge. Donc on n'est pas obligé de tous d'être là.
L'important, c'est quand on fait une constellation, c'est que si je fais une constellation pour ma famille, enfin, je peux faire une constellation pour ma famille, mais je ne vais pas faire une constellation pour mon fils parce qu'il a un problème. Non, Oui. non, ça, c'est pas notre histoire. Par contre, ma famille, parce que voilà, je peux être une maman avec des enfants et faire jouer mon rôle de maman dans ce contexte-là. Et ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. On a des choses qu'on ne pourrait pas comprendre, qu'on ne pourrait pas imaginer en fait, qui ressortent et qui se libèrent. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est un peu difficile à expliquer parce qu'il faut que ça se vive. Hein. C'est vraiment un ressenti. C'est-à-dire, je vais jouer un rôle. Et puis d'un seul coup, je peux très bien sentir une colère, je peux sentir une tristesse. Il y a beaucoup d'émotions qui se jouent pendant les constellations. Beaucoup de tristesse, beaucoup de choses comme ça qui se libèrent. Ça ne dure pas 50 ans, hein. C'est le temps de passer à autre chose. Et c'est un très très bel exercice. D'ailleurs, moi je n'ai jamais appris les constellations, parce qu'il y a constellations familiales, mais il n'y a pas que ça. Hein. Moi j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans, 13 ans avec Agathe Raymond, et on faisait des mises en scène tout le temps. Et c'est quand j'ai fait un atelier sur l'histoire de naissance, parce que toutes les années je fais des ateliers mensuels, les sujets sont différents. Cette année c'est je dis oui à la vie. Le passé, je fais l'appel avec le passé. Une année, c'était histoire de naissance. Donc on se retrouve tous les mois. Et c'est vrai que dans un atelier, il y a un truc qui coinçait sérieux. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis d'un seul coup, je dis, attends, allez, levez-vous. Et puis hop, on a mis en scène. Puis c'est là, on me dit, mais attends, tu nous as jamais fait ça? Ben non, jamais fait. Mais pourquoi tu ne nous le fais pas? Et puis voilà, ça fait 10 ans que je fais des constelles et que je suis toujours épatie de l'exercice, quoi. C'est bluffant. La naissance, donc, on dit pas mal, hein. On viendra aux questions après s'il y a d'autres questions. Dans les 9 mois, on va prendre comment ça s'est passé l'allaitement, s'il y a eu allaitement, comment ça s'est passé la rentrée aussi chez les nourrices, quand la maman reprend le travail, l'accueil, comment ça s'est passé, l'histoire de cette période-là. On va prendre en compte toutes ces périodes. Voilà, j'ai dit pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Comment éviter les conclusions hâtives? Je parlais de mon cas, donc mon épouse a une maladie génétique qui n'était pas identifiée au moment de la prise de décision de concevoir. On avait été voir des généticiens. Et pour mon aîné et la seconde, on a été dans l'angoisse tout le temps, de savoir si elle aurait la même maladie ou non. Ma grande, donc elle a 23 ans et elle a fait des crises d'angoisse, l'anorexie, des choses comme ça. Est-ce que, enfin, vu ce qui a été dit là ce matin, j'aurais tendance à dire c'est parce qu'on était toujours dans l'angoisse qu'elle a la même maladie, alors qu'elle l'a pas. Mais j'ai peur que ce soit trop hâtif comme conclusion. Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes, mais que des fois ce soit plus profond? Après, il faut voir par rapport à ce qui va se passer quand on exprime ça. Hein. Alors, on va avoir des résonances. Si j'exprime voilà, l'angoisse, il y a un lien sûrement avec les angoisses qui ont été vécues par peur d'eux, ça c'est sûr. Après, une maladie, est-ce que c'est mis en place? On vient vivre une expérience de vie avec quelque chose à vivre. Hein. Souvent on dit c'est héréditaire, mais problématique, c'est pas héréditaire, c'est qu'on a choisi la même famille pour vivre nos expériences identiques. Hein. C'est pour ça que souvent on se retrouve avec des personnes qui vont vivre les mêmes choses. Ou si j'ai quelque chose à vivre par rapport, j'ai besoin d'être rejetée par ma mère, comme je pourrais expliquer pour moi, c'est que c'était ce qui était nécessaire que je vive dans ma première partie de vie. J'aurais pu rester toute ma vie avec cette blessure, mais c'était important. Mon âme a choisi une famille, justement. Moi, quand on me disait, tu as choisi ton père, ta mère, je dis, ouais, ça va. Mon père, je veux bien, ma mère, non. Mais donc là, on pourrait prendre l'angoisse, hein, cette peur de... Ça va pas avoir créé la maladie. Il n'y a pas de maladie, d'ailleurs, mais ça ne peut pas créer la maladie, ça peut créer une sensation d'angoisse permanente. C'est plus fort que... Voilà. Je suis tout le temps angoissée. Ça se travaille dans l'émotionnel. Mais voilà, parce que, est-ce qu'elle a peur de la maladie, elle a peur des choses, comment elle est? Ça ne s'exprime pas comme ça, mais dès la première année, elle laisse s'arracher les cheveux. Et donc ça c'était au début. Après, il y a eu les crises d'anorexie, mais on a beaucoup déménagé, elle a été déracinée, parce qu'on a vécu à l'étranger longtemps, différents moments.
Elle est médium, donc elle a eu des visions qui lui ont fait peur aussi. De lier son problème à un moment particulier, je ne saurais pas dire. On ne peut pas dire non plus, tiens, on prend ça, puis c'est ça, quoi. Mais c'est un contexte tout autour. Mais l'angoisse, si j'ai vécu dans une énergie d'angoisse, je peux être quelqu'un d'angoissé, c'est plus fort que moi. Mais ça ne m'appartient pas forcément. Mais ça peut être aussi mon histoire. Hein. Je suis peut-être venue régler aussi le fait d'être angoissée, de dépasser ça. Hein, ça peut être aussi ça. Okay. Pour ça, je dis, je n'ai pas une vérité. Hein, c'est, hop, on va trouver des choses. D'ailleurs, quand quelqu'un, on fait des exercices comme ça, ou par exemple, je parle du jumeau qui pourrait être là, je vais exprimer, par exemple, si je vous dis que vous étiez deux dans le ventre de maman, qu'est-ce que ça vous dit? Si c'est juste, instantanément, on a une émotion qui se libère. S'il n'y a rien, je lâche, je passe à autre chose. Parce que ça peut, ou ça peut ne pas être ça. Mais l'angoisse, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, je sais pas, faut que je creuse avec elle. Si elle, ça rentre en résonance ou pas. C'est ça. Parce qu'on est resté baigné dans cette angoisse qu'on peut comprendre, et voilà, c'est peut-être une crainte, une peur. Okay, merci. Qui n'étaient pas les siennes. Parce que le bébé, il n'a pas à être angoissé, lui. Il n'a aucune raison, à part si c'est un contexte lourd et qu'on est venu vivre un truc qui était assez atroce, parce qu'il y a les mémoires qui le savent, hein, mais il n'y a pas raison que ce soit le bébé qui soit angoissé. Lui, il est baigné dans l'énergie qui fait que je peux me sentir angoissée. En même temps, c'est un passage. Les parents, c'est pas... Hein, quand on va dans le monde de l'âme, j'aime bien, je peux parler avec vous de ça, c'est bien. Quand on va dans le monde de l'âme, c'est extraordinaire ce qu'on va comprendre, quoi. Je peux avoir choisi, j'ai eu l'expérience d'un monsieur qui il avait une 60aine d'années, je connaissais bien, je le voyais souvent, et puis il me disait toujours, Dom, moi j'ai plein d'amis femmes, mais du moment que je rencontre quelqu'un et puis que je suis amoureux, je foire, mais je foire. Hein. Il me racontait ce qu'il disait, mais c'est pas possible, je peux pas dire ça à une femme, mais c'est pas possible. Ah oui, non, mais c'est plus fort. Okay. Et un jour, on fait, ouais, bon, écoute, on va aller dans le monde de l'âme, on va voir ce qui s'est passé. Et donc, il choisit maman, papa, et on est dans le monde de l'âme. Et quand il choisit sa maman, il s'approche vers... Hein, je fonctionne comme ça, il s'approche vers sa maman. Et la personne choisie éclate en sanglots et s'en va. Mais loin, elle s'en va. Mais c'est pas une tristesse, hein, c'est un truc énorme. Et là, il se retrouve sans maman. Et puis, il y a quelqu'un qui est comme ça serait vous, hein, dans l'assemblée, qui dit « Ah, moi je veux bien !» Et puis qui vient prendre ce rôle. Et en fait, il a eu une maman qu'il a adorée. Mais vraiment, elle a adoré son fils. Donc, c'était réciproque en même temps. Donc, ça se jouait. Et là, comment comprendre que si je suis attachée à quelqu'un, si quelqu'un va me plaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me laisser tomber. Ça a tellement été souffrant dans ce moment-là, qu'il était impensable que je puisse rencontrer quelqu'un pour vivre une vie amoureuse, quoi. Côté affectif, il était coupé. C'était pas possible. Après, ça s'est changé, il est marié maintenant, il a rencontré quelqu'un derrière. Mais, et là, moi je parle du principe que si on l'avait pas mis, alors moi j'ai pas de don de médium, unité et tout, mais si on l'avait pas mis en scène, j'aurais jamais compris ça. On peut avoir eu des changements aussi d'âme parce que je peux pas jouer ce rôle-là, quoi. Et des conflits avec une mère qui, mais ma mère je la supporte pas, mais en même temps c'était pas celle que tu choisissais, mais elle pouvait pas pour des raisons, je crois que c'était un couple, elle aurait choisi quelqu'un d'extérieur du couple parce qu'il y avait déjà des enfants, c'était pas possible. Voilà, il y a plein de choses. Et quand on vit ça, il y a une compréhension qui se fait et une libération qui se fait. Voilà. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut la comprendre. Et du coup, ça lâche, ça libère. Et c'est surprenant, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un enfant qui n'est pas désiré. Par exemple, un enfant qui n'est pas désiré par son père, par sa mère, oui. Il peut faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de son père pour être aimé. Il va faire des choses, oui. Et puis à l'adolescence, il peut être aussi en réaction à son père. Je veux surtout pas, hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, je veux surtout pas être comme ma mère, ou comme mon père. Oui, peut-être comme ma mère. Et le jour où vous vous rendez compte que vous êtes comme elle parce que vous venez de faire un truc et vous vous revoyez, c'est l'horreur. Je me rappelle avec mon fils, oh non, mais c'est pas vrai, attends.
je me revois pas, je vois l'image de ma mère, je dis ah non, mais c'est pas possible, j'ai toujours dit que je voulais surtout pas. Donc tout ce qui est surtout pas, va falloir l'accepter parce que c'est surtout ce qu'on est. Et papa, maman, on ne peut pas y échapper. Dans notre sang circule une partie papa, maman. Ça veut dire que si j'en veux pas une des parties, bah c'est comme si je pense que j'ai du mauvais sang, comme cette petite qui se scarifie après. C'est comme un arbre, hein, je coupe la moitié des racines. Bah, il va vivre, hein, mais vous allez être en mode survie. Ouais. Mais on peut décider de changer aussi. De changer. Ben, si on veut pas être comme sa mère, qu'on reconnaît qu'on est comme son père ou comme sa mère, qu'il y a des similitudes, pas totalement, puisqu'il y a du mélange des deux, oui. Mais qu'à partir du moment où on reconnaît, c'est qu'on n'a pas envie de ça, on peut décider aussi d'être autrement. Ouais. Tant que je lutte, j'ai pas envie, hein. Là je prends ça. Donc ça veut dire que je résiste, je vais tout faire pour pas, donc je vais résister, je résiste. Plus je résiste, plus ça persiste. Plus reconnaître, ça veut dire j'accepte d'avoir cette partie-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi elle a réagi ou il a réagi comme ça, mais il est comme ça. Si je reconnais ce qui se passe et comment est cette personne, je vais d'autant plus accueillir. Parce qu'on a accepté là et accepté là. C'est deux choses différentes. Hein. Les gens me disent « Ouais, c'est bon, j'ai accepté. » Oui, bien sûr. Tant que c'est pas là, voilà. Et comment on accepte là, c'est juste de reconnaître. Je peux être en réaction, j'ai le droit d'être en réaction à mes parents. J'ai le droit de leur en vouloir. L'important, c'est que j'y reste pas toute ma vie pour ne pas créer une rancune et quelque chose comme ça. Mais j'ai le droit et je dois passer par ces étapes-là. On a des situations, je retrouve ça souvent dans les parents qui sont décédés quand les enfants étaient jeunes. Hein, une maman décédée, un enfant qui a 10 ans, 8 ans, etc. Et ce qu'elle va avoir à faire, à un moment donné, ça va être, c'est d'en vouloir à sa mère d'être partie. Ça, c'est la chose la plus compliquée à faire accueillir à quelqu'un. Comment je peux en vouloir à quelqu'un qui est parti? Pourtant, j'en veux au plus profond. Et le jour où on passe ça, on a fait un grand pas. Donc j'ai le droit d'en vouloir à mes parents. J'en ai voulu à ma mère, mais vraiment intensément, c'était que elle. Après, j'ai compris et je ne lui ai pas donné raison non plus. Je ne lui ai pas dit, c'est bien ce que j'ai vécu. Non, j'aurais voulu vivre autrement, mais j'ai vécu ça. Hein, je ne suis pas prêt à me soumettre à la situation. Important. C'est j'accueille, je dis, ok, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Ma mère est comme ça. Et j'ai une partie comme ça. Mais cette partie, elle est peut-être minime. Mais si je lutte contre cette partie, elle va être de plus en plus importante jusqu'au jour où je vais. Parce que si je lutte contre ma mère, bah, en tant que maman, ça va être compliqué pour moi. Parce que j'aurai toujours cette résonance intérieure. Et à un moment, ça se pose. Et ça se pose très bien. Mais il y a des jours, non. Hein, souvent, je dis accepte. Mais si je ne peux pas accepter, je n'accepte pas. Ok, pour le moment, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui vient me résonner, qui vient remonter, là, ça me... Hein, ok, pour le moment, je suis dans cette réaction. C'est accueillir. Le changement, il passe par la reconnaissance de ce qui est, mais autant dans le positif que dans le négatif. Hein, souvent, non, il faut être positif. Non, la lumière, on ne l'aurait pas s'il y avait du plus. Si on avait du soleil, on ne vivrait pas. Donc, c'est accepter que cette partie-là, c'est difficile pour moi. Pour le moment, voilà. Là, il y a la méthode Coué, hein, le vais bien, tout va bien. Hein. Puis moi, quand j'avais commencé à travailler, on me dit, tu te regardes devant un miroir, puis tu dis que tu t'aimes. Yes. J'étais devant mon miroir, je dis, mais comment tu veux que je dise ça? Voilà. Jusqu'au jour où Lise Bourbeau me dit, mais tu sais que tu peux te regarder en me disant que tu t'aimes pas? Ah ouais? Ah bah super, bah voilà, commencez comme ça. Bah oui, pour le moment, je m'aime pas. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ça soit plus vrai. Je ne pouvais pas dire que je m'aimais, mais je m'aimais un petit peu plus. Voilà, donc on commence par ce qui, voilà. Ce qui est en réaction avec nous, c'est accueillir ça. J'ai le droit, j'ai le droit. Souvent on va lutter contre ça. Plus je persiste, plus je résiste, plus ça persiste. Et les parents qui se marient parce qu'il y a justement eu la conception. Alors là, c'est les enfants post-it, je les appelle. J'étais déjà fait, je suis née. Alors non, alors c'est pas dans ce... Là, je suis dans un autre. Les enfants post-it, c'est ceux... On a fait un enfant... Le couple va pas trop bien. Si on fait un enfant, ça va peut-être le retrouver. Donc ça, c'est les enfants post-it. Hein? Et le jour où ce couple il va pas parce que s'il peut, ça peut être 30 ans après, le jour où ses parents se séparent parce que c'est... Voilà, bah, ça va être des personnes qui vont énormément souffrir parce qu'ils n'ont pas pu... être dans leur mission. Donc toi, ils se sont mariés,
Non, ils se sont mis ensemble. J'étais déjà dans l'œuf. Ouais, ils savaient qu'elle était en enceinte. septembre, Ils se sont moi mis je suis née ensemble. en avril. Est-ce que le couple a fonctionné après? Non. Ça veut dire que je suis le fruit d'une discorde. Si j'avais pas été là, ils ne seraient pas ensemble. Ouais, parce que mon père, il m'a dit, bah ouais, je me suis mariée, t'étais là. C'est un peu de ta faute, quoi. Donc toi, tu peux enregistrer la culpabilité. Ouais. Tu pourrais avoir enregistré, c'est de ma faute. Si, voilà, ils ne seraient pas ensemble sinon. Ouais. Hein, il y a des gens qui se sentent coupables pour plein de choses parce qu'ils ont pu enregistrer comme une souffrance, comme il y a des choses, hein, des fois, j'ai une jeune fille, elle est née, quand la maman était enceinte à 6 mois, et elle a contracté la leucémie, cette maman. Donc, cette jeune fille, elle a enregistré, si j'avais pas été là, peut-être que maman n'aurait pas été malade. Elle est décédée 1 an après, donc ça veut dire que sa petite, elle avait 6 mois quand cette maman décède. Et là aussi, en vouloir, c'était compliqué. Et en même temps, ils lui en voulaient de ne pas s'être battue. Parce qu'elle, alors pour le coup, elle était dans le ventre de maman, elle est née. On a attendu qu'elle ait l'âge qui puisse être possible de faire naître ce bébé pour pouvoir traiter maman en chambre stérile et tout. C'est-à-dire qu'elle est née à 6 mois et demi. Et l'obstétricien disait que quand il a fait la césarienne, le bébé se reculait pour ne pas être vu. Donc elle n'était pas prête à venir en même temps. Et c'est vrai qu'elle était en réaction à cette maman, mais parce que cette maman ne s'était pas battue. Elle s'est battue à 6 mois et demi, un bébé il se bat, hein, parce qu'ils ne sont pas prêts à ça, c'est compliqué pour eux, ils sont entre la vie et la mort souvent dans ces âges-là de prématurés. Quoi. Donc voilà, ils peuvent enregistrer des choses comme ça. Donc ça peut être la culpabilité, je ne sais pas si ça te parle. Parce que cette peur de faire souffrir, hein, j'ai peur de blesser. Il y a des gens qui vont être tellement dans cette peur de faire souffrir qu'ils sont capables de se sacrifier, hein, de ne pas choisir quelque chose qui puisse être bien pour eux, pour ne pas blesser l'autre. Alors que ils savent que ça serait tellement mieux autrement, par exemple. À ce côté sacrifice aussi, dans ces peurs de blesser. On peut retrouver ça, culpabilité. Les naissances par siège d'avant étaient beaucoup dans cette culpabilité, parce que j'ai fait souffrir maman. C'était un accouchement où la maman elle est en souffrance, elle est déchirée des fois, enfin c'est assez compliqué tout ce qu'il y a derrière. Le bébé enregistre des fois j'ai fait souffrir maman. Bon, ça peut être un enfant qui essaye de protéger, qui veut que cette maman aille bien, enfin voilà, on peut retrouver plein de choses comme ça. Il y a les bébés qui naissent comme des balles de tennis, passant à l'heure. On y va, hein, on y va. Alors soit je quitte, soit je suis dans la fuite, je me dépêche de partir. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est une arrivée rapide, etc. Après, il faut voir le contexte de l'histoire. Hein. C'est vraiment ça. Oui, parce qu'on a comme les lettres à la poste. Hein. Vous êtes né comment? Comme une lettre à la poste. Super, pour la maman. Et puis voilà, dans la vie, ça peut être comme ça. Si c'est réellement ça, mais ça peut être aussi une fuite. Voilà, il faut voir le contexte. Oui, il peut être timbré. Aussi. Je suis plutôt d'accord avec cette solution-là. Mais il y a plein de choses qui sont... c'est des gens qui et les enfants adoptés. Alors les enfants adoptés, donc ça dépend quand est-ce. Les sous-X. Alors souvent on ne connaît pas leur histoire. Mais sans connaître l'histoire, quand ils racontent ou quand ils viennent et puis qu'ils disent « Ah ben moi avec les hommes c'est comme ça, avec les femmes c'est comme ça », on peut presque savoir ce qui s'est passé. Le but il n'est pas de savoir, je ne raconte jamais à quelqu'un « Tiens, t'as dû... » Non, le but n'est pas comme ça. Mais on peut savoir vraiment, parce que ces 27 mois, aujourd'hui on est dans une partie des 27 plus 27 plus 27. Donc les enfants adoptés, ils ont n'importe comment une empreinte qui s'est mise en place dans cette période. Et puis bon, des fois ils ont été adoptés à 3 mois, enfin voilà, il y a ça qui rentre en compte. En même temps, souvent les enfants adoptés, c'est des enfants qui pouvaient peut-être pas vivre quelque chose le contexte était trop difficile, et du coup le fait d'être adopté, c'est pour que je vive des choses plus faciles. Ça dépend... Il y a des enfants des adultes qui savent un petit peu leur histoire des bribes. Et ça, par exemple, je me rappelle d'avoir une jeune fille qui
je ne sais plus, ils étaient 7-8 enfants et la maman ne pouvait pas, enfin voilà, ils avaient un contexte qui était trop réduit et du coup ils ont fait adopter 7 enfants, une enfant. Et sa plus grande difficulté c'était de pourquoi moi quoi, pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Et puis là on aurait pu lui dire oui mais là t'étais mieux et tout, non c'est pas ça, hein. Ce qu'on veut réellement c'est l'histoire de nos parents, hein, parce que voilà. Après c'est selon leur contexte. Né sous X, après bah, c'est la recherche, hein, surtout c'est quand ils vont grandir, ils vont rechercher un petit peu qui ils sont, parce que je suis née sous X, qui je suis quoi. Même si j'ai des parents adoptifs, ça se passe super bien, je vais essayer de rechercher voilà, ce côté génétique. Il y a un enfant adopté à la naissance qui refuse de savoir qui sont ses vrais parents. Oui, ils ne veulent pas voir l'histoire. Parce qu'il a fait un trait sur ce qui se passe. Parce que soit il n'est pas en besoin de cette recherche-là, soit il est en réaction. Il y a deux façons, parce que je ne veux surtout pas savoir. Parce qu'ils m'ont laissé, et je ne vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose de ces personnes qui m'ont laissé, par exemple. Ça, ça c'est comment la personne elle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est assez dans la réaction, ou si c'est quelqu'un qui est posé, qui a pu... Parce que notre âme a choisi de venir vivre quelque chose. Si c'est complètement ok, ça peut être vécu complètement ok. On voit des enfants, moi je me rappelle d'une petite fille qui, ses parents sont décédés à 3 mois d'écart. Mais alors, il fallait absolument qu'elle soit suivie par quelqu'un. Il n'y avait pas de problématique, quoi. On sentait vraiment que son âme était venue vivre cette expérience et que oui, voilà, elle avait vécu ça, mais que c'était pas souffrant. Ouais, tant qu'il n'y a pas d'angoisse ou tant qu'il n'y a pas de choses qui sont somatisées, en fait, on va pas chercher ce qui est... Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que si on a vécu quelque chose de négatif, entre guillemets, ça peut être une expérience. En fait. Dans les histoires, je vais vous dire, j'en ai entendu des histoires. Hein, et puis des histoires, des fois, on pourrait faire des films dramatiques. C'est pas ceux qui sont plus en souffrance. Ah non. Parce que quelquefois, on a vécu un truc avec maman. Moi, c'est pas un truc dramatique que j'ai vécu. Et je l'ai vécu réellement en souffrance. Et d'autres personnes qui vont dire des trucs, dire waouh, c'est énorme. Et ils l'acceptent différemment, complètement différemment. Accepter, je sais pas comment, à quel niveau, mais c'est complètement. L'intensité de la souffrance, c'est pas forcément que l'histoire est plus difficile. Oui, c'est comme c'est voilà, on peut être en réaction à quelque chose. On peut avoir la même histoire avec des frères et sœurs, et puis il y en a un qui va être en réaction, puis l'autre pas, selon ce qu'on a vu vivre, en fait. Puis des fois, ça peut être caché, ça ressortira si il y a un moment. Il faut savoir qu'on est merveilleusement bien fait, que le jour où il y a quelque chose qui doit se libérer, la situation se présente et tout. Moi, je ne suis pas du tout d'aller gratter pour savoir. Des fois, les gens, tu pourrais pas faire un truc en règle... Ah non, sûrement pas. Parce que si on soulève quelque chose et que cette personne, elle n'est pas prête du tout à libérer ça, là, on va créer quelque chose qui est dramatique. La vie nous amène les situations de vie, on n'a rien à faire, hein. On a juste à vivre le quotidien, et le quotidien nous fait vivre quelque chose. Si j'ai à travailler l'agressivité, je vais rencontrer quelqu'un qui va me rentrer dedans et tout, ben, je vais travailler ça. Donc c'est pas peine. N'essayez pas de vous compliquer la vie elle est bien faite. Elle est juste. Ça se passe, tout est juste. Alors des fois quand on est dans les trucs, le juste, alors n'allez pas dire à quelqu'un, j'entends ça des fois, non mais tu sais, t'es venu, t'as vécu ça et tout, parce que c'était normal. Non, t'as quelqu'un qui est violé et tout, on va pas lui raconter ça. Non. Il y a une histoire de vie qui fait que, et d'âme, j'ai envie de dire. Mais on va pas dire ça, non. On a quelque chose, et puis s'il y a quelque chose à libérer, ça se libérera à un moment. Peut-être que c'est pas dans cette vie qu'on libérera. Vous compliquez pas. Les choses sont simples. Et un problème, une solution. Hein, moi je suis allée en maths, c'était ça, on me demandait un problème, c'est qu'il y avait une solution. Sauf que le truc, c'est que souvent on met beaucoup d'impact sur le problème. Et la solution, Qu'est-ce que vous voyez? Alors celui qui a déjà fait le test, il ne parle pas. Hein. Un point noir. Une page blanche. Ouais, j'aurais tendance une page blanche. Moi j'aurais dit Un point noir. Un œil. Un œil. Un noyau.
point noir au milieu d'une page blanche. Ouais, voilà, pareil. Point noir au milieu d'une page blanche. J'aurais dit trou noir. Trou noir. Un point. Un point. Un début. Voilà, point noir. Et un point noir aussi. Ouais. Un point noir aussi. Ça peut être un œil, un point noir, ce qu'on veut, mais sur une plage blanche. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On est tous pareil, on regarde ce qui ne va pas. Problème, on va mettre toute notre énergie sur le problème, alors que autour il y a des solutions. Donc c'est prendre du recul. Quelquefois, c'est ok, il y a ça, mais pour le moment, je ne sais pas comment faire. Et là, il y a des choses qui vont se mettre en place. La solution, elle viendra. Mais on fonctionne 99%. On fonctionne la page blanche. Donc on voit ce qui ne va pas et on ne voit pas ce qui va. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui va bien, moi des fois je dis aux gens, bon allez, donnez-moi 3 compliments, je suis sympa, hein, je vous donne 3. Sur qui? Ah ben sur vous. Hein? Réfléchissez là, 3 compliments sur vous. Qui les a? Moi. Là j'en ai pas. J'ai aussi. Par contre, je ne vais pas vous demander 3 défauts. Parce que là, ça s'analyse beaucoup plus vite et là, c'est pas 3 qu'on va m'en sortir. Parce que... J'ai aussi des défauts, hein, je m'en dis aussi. Non, mais je savais que tu avais aussi des défauts et des qualités, il n'y a pas de souci. Mais c'est une grande difficulté à reconnaître qui on est dans les beaux côtés. Le côté positif. Tous les côtés... Ah bah ça, on est capable, hein, ça c'est sûr. Ouais, je suis comme ça. Non, stop. Mais qui je suis avec... Voilà, c'est quoi? Mais si je rencontrais un de vos amis, qu'est-ce qu'il me dirait sur vous? Demandez aux enfants aussi. Les enfants, ils sont franco, hein. Donc, compliments, défauts, pas vrai. Hein. Moi, je me rappelle, donc je travaillais avec Lise Bourbeau et on travaillait sur les blessures. Hein, et ma blessure, c'était l'injustice. Enfin, une de mes premières blessures. Après, ça s'est bougé. L'injustice, et j'étais en réaction vraiment à ça. Et donc, à cette époque, j'avais 2 garçons encore, et je demande à mon aîné, je dis, parce que moi, je ne voyais pas où j'étais injuste. Hein, si je suis dans cette souffrance, c'est que je suis injuste. Et je lui dis, mais est-ce que toi, tu me vois injuste? Et là, il m'a fait une liste. Waouh! Et un exemple, par exemple, il dit, ils ont 6 ans d'écart. Oui, bah, tu achètes toujours pareil à Romain et à moi. Et moi, je fais plein de choses et Romain, il ne fait jamais rien. Donc pour lui, c'était une injustice. J'aurais dû acheter quelque chose de supérieur à lui parce que lui, il faisait quelque chose. Et moi, qu'est-ce que je faisais pour être très juste? Bah, je faisais pareil aux 2. Voilà. Et dans plein d'exemples, je dis, ah oui, mais moi, je n'avais pas vu ça comme une injustice, quoi. Ah ouais, donc je suis injuste dans ces... Voilà. Et ça, les enfants, ils sont merveilleux pour ça. C'est-à-dire de leur demander... Alors préparez-vous à la réponse. Hein, parce que si vous pensez qu'ils vont vous passer la pommade, hein, détrompez-vous. Mais je trouve ça extraordinaire parce qu'ils vont dire, ah oui, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc des fois, on croit que on n'est surtout pas juste. On fait tout pour être juste. En tout cas, moi, j'avais vécu beaucoup d'injustice et moi, je faisais tout pour être très juste. Mais je faisais des efforts. Donc c'était pas naturel. Donc je faisais des choses et en étant juste, j'étais injuste. Si j'ai peur d'être abandonnée, qu'est-ce que je vais faire? Souvent, je vais abandonner avant d'être abandonnée, par exemple. Voilà, je vais être dans cette blessure. Voilà. Donc, mais posez-vous. Pas de questions, quoi. Laissez venir. La vie, elle fait ce qu'il faut. Je rencontre quelqu'un, elle me fera vivre ce que j'ai à vivre. Sans m'en vouloir, hein, parce que le fait, c'est pas de prendre conscience de choses et puis se taper dessus après. Hein. Non, on arrête tout de suite. Développement personnel, c'est d'abord soi-même, et seulement soi-même. Hein. Donc n'allez pas faire changer le compagnon, le voisin, non, c'est vous. Et c'est en changeant nous que le reste change autour. Et c'est juste accepter que ça change au rythme que ça change. Puis des fois, il y a des choses qui mettront plus de temps à changer que d'autres. Pour les uns. Puis chacun a notre façon. Si on connaissait l'histoire de chacun, j'imagine que c'est un livre, si on connaissait réellement l'histoire de chacun, il serait beaucoup plus gros, et on comprendrait, ok, et quand la personne réagirait, on dirait, ah oui, ok, c'est vrai que ça vient sûrement toucher ça, et on serait beaucoup plus tolérant. Mais souvent, on pense que ce que nous, on est, qui on est, notre façon de faire, c'est ce qui est juste.
qu'une seule façon. Non, il y en a plein. Autant d'êtres humains, autant d'êtres uniques. Je ne sais pas du tout l'heure. Hein. Ça va? Je vais regarder. Il reste 20 minutes. Ah bah super, donc si vous avez des questions. Je vais quand même parler un petit peu de mes livres. Donc vous avez l'histoire de naissance, hein, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, avec plein d'exemples. Et puis un petit questionnaire à la fin, c'est une partie du questionnaire que j'envoie quand je fais des consultations. Et puis ça c'est mon premier livre qui s'appelle « Ouvrez la porte à une vie gagnante », qui est plus un petit travail sur soi avec plein d'exercices, des questions. Voilà, pour revenir de temps en temps, vous allez retrouver le point noir sur un des exercices. Voilà, c'était plus poser des outils aussi qu'on sache comment faire. Ça c'est un des premiers. J'ai envie de dire, quand on n'a jamais rien fait, c'est un des premiers livres qu'on pourrait toucher parce qu'il est tout simple à la portée de tout le monde. Voilà, il s'est fait sans que ça soit un livre. Alors, je vais raconter l'histoire de quand la vie j'étais nulle en français, mais vraiment, moi je suis une matheuse, alors les français, voilà. Et je pense que si un jour je rencontrais un prof de français, je dirais non mais comment c'est possible qu'il ait écrit. Alors j'ai eu des correcteurs, hein, je vous rassure, parce que ce livre, j'avais jamais eu l'intention d'écrire un livre, et heureusement, parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Je travaille beaucoup par internet depuis des années, et je voulais avoir des documents pour les personnes qui travaillent à distance. Quand vous venez me voir, on fait des exercices et je voulais que ça soit comme ça. Mais je voulais que ça parte en leçon parce que moi quand je lis un livre c'est tout d'un coup. Voilà. Et je pense que je ne suis pas la seule, donc j'avais dit je ferai leçon par leçon. Et impossible de mettre ça sur... J'avais un informaticien qui m'avait fait plein de trucs et ça n'arrivait pas à faire cette programmation. Et puis, je faisais de l'hypnose avec une personne qui s'appelle Christelle Petit-Colin, peut-être que vous connaissez, qui a écrit beaucoup de livres, et que je ne savais pas forcément à cette époque. Et on parlait toujours un petit peu de lecture, et puis elle me demandait où j'en étais avec mon projet. J'ai dit, je sais pas, ça coince, ça veut pas, on n'arrive pas. Et puis elle me dit, mais peut-être que vous ne visez pas assez haut. Ok, ça veut dire quoi, viser haut? Je dis, vous devriez peut-être éditer votre document. Oui, ok, comment on fait? Puis elle me dit, si vous voulez, envoyez-moi le document, puis je vais le lire, puis je vous dirai ce que j'en pense. Ok, je l'ai envoyé. Et ce que je ne savais pas, elle avait déjà écrit des livres, et elle a envoyé mon document à 2 éditeurs qui le lendemain m'appelaient. Donc j'ai eu le choix d'éditer. Alors quand on sait comment c'est à l'édition, voilà. Et des fois, je n'ose pas dire le temps que j'ai mis pour faire ce livre, mais c'était 1 semaine de vacances en travaillant 2 heures le matin. Donc voilà. Celui-ci était beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait être un livre. Hein, donc j'ai mis 1 an et demi pour le faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il est fait exactement, parce qu'après un éditeur, il faut savoir qu'un éditeur, il modifie comme il a envie, parce que ça devient sa propriété. Ce qui n'était pas du tout... Parce que moi j'ai un problème de territoire, hein, donc quand j'ai vu ça dans le contrat, j'ai rappelé, je lui ai dit, je suis édité chez Très Daniel, je lui ai dit ça va pas être possible que vous éditiez mon livre. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce que j'ai vu que c'était votre propriété, mais sauf que moi c'est mes outils et comment je fais, etc. Donc on a mis une clause au contrat, comme quoi, voilà, c'est ma propriété, j'ai gardé mon territoire. Et moi je l'avais déjà mis en page en fait, puisque c'était fait, il était tout prêt. Et du coup il est sorti avec les photos exactement comme je l'avais mis en place, parce qu'il devait vraiment être comme ça, quoi. Donc voilà, l'histoire de ce livre. Celui-là il était un peu différent. En même temps, faut savoir que rien n'est au hasard. Quand je vous dis la vie vous amène les choses. Mes parents, alors moi je travaillais en pharmacie, hein, donc pharmacie, j'étais préparatrice, c'était quelque chose qui était reconnu, et auprès de mes parents, t'as un métier, ça va. Après quand vous allez faire du travail et que vous faites des formations et que vous devenez psychopraticienne, ça n'existe pas, hein. Chez eux ça n'existait pas. Et c'est quand ils ont su que j'avais un livre qui allait être édité que j'ai été reconnue dans ce que je faisais. Il faut savoir qu'un mois après que je sache, ouais, vous le mettez comme vous voulez, que j'allais être éditée, je me suis retrouvée à l'hôpital avec une artère qui a éclaté. Alors, c'était l'époque où j'écoutais des conférences à Edgar Tolle, vous connaissez Edgar Tolle, Le Moment Présent, et là c'était Nouvelle Terre, avec Oprah Winfrey sur YouTube, et j'étais en plein dans le moment présent, etc. Et quand j'ai eu des douleurs qui ont duré quand même, parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'écoute, hein, hop,
ça va passer, etc. Mais au bout de 2 jours, 2 nuits de souffrance, on fait quelque chose. Et du coup, j'ai été hospitalisée en urgence. Et voilà, ils devaient m'opérer parce que si ça éclatait, c'était fichu pour moi. Et en fait, j'ai une autre artère qui s'est créée dans la journée qui a suivi. Et quand ils ont passé le scanner pour que j'ai une intervention, ils m'ont dit c'est plus la peine. Il y a une autre artère qui s'est créée, qui a repris le circuit. J'ai dit je vous remercie. Il dit vous n'avez pas à nous remercier parce qu'on n'a rien fait. Si. J'ai été pendant une semaine à l'hôtel entre guillemets parce que j'avais ni le droit de manger. C'était d'un seul coup j'ai plus le droit ni de bouger, ni de manger, ni rien. Et en fait, voilà. Et il faut savoir que le tronc iliaque, c'est une toute petite artère minuscule qui va nourrir la rate, l'estomac et le foie. Donc si ça passe plus, tous ces organes ne sont pas nourris. Et ça s'appelle un tronc, c'est un arbre. La reconnaissance de mon livre a fait lâcher l'arbre qui était pour qu'il y ait un autre arbre qui se fasse. Alors sur le moment, je ne comprenais pas trop, mais je suis allée vers mon prof de psychogénéalogie, il me dit « Moi j'adore quand tu viens me voir, tu as toujours des trucs. » Et voilà, donc c'est l'arbre qui s'est reconstruit et c'était... Voilà. Alors je me suis dit que quand j'allais faire celui-ci... D'ailleurs j'en parle dans le livre parce que je dis c'est Renaissance, histoire de naissance. Alors il faut savoir que mon papa est décédé, un petit peu après. Il n'est pas tout à fait fini, je ne sais plus si j'en parle, je ne sais plus. Enfin voilà. En même temps, j'ai envie de dire que c'était ma plus grande peur depuis toujours, que mon père s'en aille, parce que pour moi c'était quelqu'un que j'ai vénéré trop. Hein, un jour il est tombé de son piédestal, c'était compliqué aussi, parce qu'il n'a jamais pris ma défense non plus. Il était neutre, ça c'était pas possible pour moi qu'il soit neutre. Et quand il est décédé, avant je me disais, le jour où il s'en va, je pensais que je ne serais plus capable de faire le métier que je fais aujourd'hui. Tellement émotionnellement j'aurais été touchée. Et en même temps, le jour où il est décédé, Agathe Raymond, qui est la Canadienne avec qui j'ai travaillé beaucoup, arrivait chez moi pour une semaine. Et donc on a pu faire tout un petit travail, on a travaillé toutes les rancunes de la famille, on a travaillé sur l'arbre en même temps. Et j'ai envie de dire, peut-être c'est un des plus beaux moments de ma vie. Donc voilà, parce que ça a été extraordinaire, j'ai des frissons quand je vous en parle. Parce qu'il y a eu plein de réconciliations de la famille et tout, parce que je disais à maman, tu sais, on a travaillé sur la rancune. Ah bon? Parce que chez nous, il n'y en a pas. Non, non, pas du tout. Non, elle n'a pas parlé à son frère pendant 50 ans. Enfin, voilà, il se débrouillait avec plein de gens, mais il n'y avait pas de rancune chez nous. Et ça a été extraordinaire. C'est des moments comme ça qui sont importants, mais quand on le fait en conscience, voilà, il y a eu plein de réconciliations et c'était juste... c'était une renaissance de la famille, quoi. Voilà. Mais je m'attendais à plein de choses, hein, donc... Est-ce qu'il y a des questions pour finir la... Moi, je poserais une question. Oui. Oui. Quand on se retrouve dans le descriptif en tant que maman, dans ce que tu viens de nous faire, et qu'on devient spectateur d'un des enfants qui, par rapport à ce qui s'est passé, est complètement... qui ne sait pas qu'il est perturbé, ou il le sait mais il ne sait pas pourquoi, et on devient spectateur, comment réagir justement sur ce... Parce que nous, on s'est soigné quelque part, on a travaillé sur nous-mêmes. Mais ce qu'on laisse derrière nous n'est pas forcément... Après, comment chacun... tu lui offres mon livre. Alors, mais chacun... Ouais. Là, nous, elle fait des ateliers avec moi, et pour ses enfants, c'est une secte. Donc voilà. On est tous passés, hein. Enfin, je sais pas, on est tous passés là. Moi aussi, c'était ça. C'est accepter que nos enfants, des fois, ils vivent leur histoire et qu'ils ne vont pas bouger. Ah ouais, mais ce qu'ils ont à vivre, ce qu'ils ont à expérimenter ne nous appartient pas. Après, moi, je ressens au moins que je sais que quand j'ai fait beaucoup de travail sur moi, inconsciemment, disons que ça répercute sur mon enfant, même s'il est loin de moi, d'ailleurs, je sens que si moi je suis mieux dans mes énergies, disons, automatiquement je le libère, c'est-à-dire c'est un poids que qui ne va pas porter, parce que moi je m'en suis libérée, donc je ne vais pas lui redonner. Ouais. Donc même s'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue entre toi et tes enfants, en fin de compte, énergétiquement, disons, on va dire, il y a quelque chose en fin de compte que, vu que toi tu as fait le travail, que eux n'auront pas à faire derrière. Parce que tu auras, voilà. Et en même temps, s'ils t'énervent,
c'est que tu as quelque chose à travailler sur ça. C'est que tu as quelque chose à travailler sur ça. Tant qu'on est énervé, c'est qu'on a encore des choses à travailler sur nous. Alors, on aura toujours des choses à travailler, hein, je vous rassure. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi. Ah bah ça s'arrête. Et on continue. Mais il y a des choses qui vont nous énerver à des moments, qui vont venir en écho avec quelque chose qui est à libérer. C'est pour ça quand je dis la vie nous amène ce qu'il faut au moment. Ben, voilà. Et puis c'est apprendre du recul. Hein, c'est d'observer. C'est-à-dire que nos enfants, on aimerait qu'ils aillent bien, mais c'est normal, on a tous envie, tout ça. Sauf que souvent, ben, en voulant qu'ils aillent bien, on les étouffe. Et ça résout rien, au contraire, c'est compliqué. Alors que si, ok, il vit ça ou elle vit ça, ok, mais je prends du recul. Mais si je prends réellement du recul, émotionnellement aussi, je prends du recul. C'est-à-dire que je ne dois plus rien ressentir à l'intérieur. S'il y a encore quelque chose qui résonne, je vais travailler sur ce qui résonne là. Voilà. Mais l'inquiétude pensée, hein, réellement, et ça c'est quelque chose qu'on revient vraiment en constellation, plus je m'inquiète, plus j'emprisonne le problème et plus je le nourris. Vous savez, les personnes qui... Je vais utiliser le mot manipulateur, mais bon, il y en a plein, on est tous manipulateurs, mais il y en a qui font vraiment chier le monde, hein. Enfin, excusez-moi du mot. Comment ça se passe? On parle tout le temps d'eux. Vous allez à quelque part, on parle d'eux, vous faites... On est toujours après nourrir. Non, essayez. Okay. Prenez du recul. C'est une façon de les nourrir. Mais on nourrit autant les problèmes, autant l'inquiétude, autant... Et plus je m'inquiète, et plus je crée cette énergie d'inquiétude face à ce qui se passe. C'est apprendre, et ça c'est un grand apprentissage que d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce qui se passe avec nos proches. Parce que si c'est la voisine et tout, ça vient moins nous toucher, mais quand c'est le compagnon, quand c'est les enfants, les petits-enfants, parce qu'on a à apprendre ça. Ça se fait. Prendre du recul, ou souvent on me dit prendre de la hauteur. Oui, c'est ça. Prendre du recul, c'est voir d'en haut. Voilà, si on avait cette possibilité, c'est voir d'en haut, dire ouais, ok. Voilà. C'est ce que j'avais eu. Au lieu de prendre du recul, prendre de la hauteur. Oui. C'est dans ce sens-là. Ça va? Oui. La réponse? Oui. Mais on tombe toujours sur des manipulateurs. Qu'on répète. C'est même quoi ça? C'est qu'on a vraiment quelque chose à régler par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui est en souffrance de dévalorisation. Pensez bien que ce n'est pas les personnes que vous voyez. Non, dedans, c'est pas ça. C'est le petit garçon ou la petite fille qui a souffert de dévalorisation, qui a souffert de ça, qui n'a aucune confiance. Parce que si c'était des personnes qui avaient confiance, ça pourrait être des gens qui dégagent beaucoup de choses, mais en aucun cas, ils auraient à rabaisser l'autre. Je rabaisse l'autre pour avoir une importance. J'écrase l'autre pour avoir une importance. Si j'arrête d'avoir peur de ces personnes-là, je ne nourris plus le manipulateur. Imaginez-les avec une barboteuse. Une tétine, un truc. Voilà, il faut qu'on déprogramme quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et puis, peut-être qu'on est manipulateur aussi. Alors, pas au même degré, hein, mais parce que moi, j'ai fini en pharmacie avec ma mère 1000 fois. Donc la manipulation et tout. Et où est-ce que je manipule? En fait, je manipulais mes enfants facilement. Dans certaines choses, c'est des choses toutes petites, mais comme je suis en réaction à la manipulation, quand moi je le fais vivre à quelqu'un, inconsciemment, ça vient me faire vivre quelque chose, une pression, quoi. Hein? Donc déjà, peut-être regarder, est-ce que moi je manipule aussi? Qu'est-ce que ça veut dire la manipulation? On dit toujours les manipulateurs, les personnes, fuyez-les. Si une fois on a le droit de les fuir, c'est ça. Mais si je les rencontre tout le temps sur ma vie, sur mon chemin, c'est que j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça. Peut-être que j'avais un parent comme ça et que je suis encore en réaction. Ça peut être ça. Et tant que je suis en réaction, se présentent des personnes qui me font vivre ça. Je sais pas. Voilà. C'est ça. Donc, plus je vais lâcher ça, plus ça va bouger. Voilà, merci de votre écoute. Une séance Eh bien,